La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur l'évaluation de la loi du 14 juin 2013 et ses effets sur la sécurisation de l'emploi. La conférence des présidents a décidé d'organiser des débats en deux parties. Nous commencerons par une table ronde en présence de personnalités invitées d'une durée d'1 heure. Vous aurez la possibilité de leur poser des questions. Puis nous procéderons en présence du gouvernement à une nouvelle séquence de questions-réponses avec d'éventuelles répliques et contre-répliques d'une durée d'1 heure également. La durée des questions et des réponses est limitée à 2 minutes. Alors je le dis pour que les choses soient bien claires pour les uns et les autres, nous ne sommes pas en séance de commission, nous sommes réunis en assemblée, simplement ici, de façon en particulier à permettre l'audition de nos invités. Je donne la parole à M. André Chassaigne, au nom du groupe de la gauche démocrate et républicaine, à l'initiative de ce débat. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe GDR a en effet demandé l'organisation de ce débat sur la mise en œuvre de la loi du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi. Rappelons que ce projet de loi a été vigoureusement dénoncé par une partie du monde syndical et âprement débattu dans cette Assemblée, notamment par les députés du Front de gauche. Le choix de ce thème pour une séance de contrôle de l'exécutif peut sembler prématuré au regard de sa date d'entrée en vigueur. Cependant, les annonces présidentielles nous commandent d'être très vigilants sur l'application et les conséquences de toutes les mesures qui concernent de près ou de loin le travail et l'emploi, pacte de responsabilité, baisse du coût du travail, le choix délibéré d'appliquer une politique économique de l'offre, mais aussi le contexte économique, restructuration et fermeture de sites, croissance atone et surtout le contexte social particulièrement préoccupant que connaît notre pays. Rappelons que le chômage touche près de 5 200 000 personnes, soit un actif sur 6, et sert de toile de fond à la précarisation des travailleurs. Nous avons donc souhaité interroger, nous le ferons durant la deuxième heure, Monsieur le ministre, sur l'efficacité de la loi de sécurisation de l'emploi en matière d'emploi précisément. En effet, les dispositions de cette loi qui concernent le licenciement économique sont déjà utilisées par les employeurs, alors que l'application des contreparties pour les salariés est largement différée. Un déséquilibre majeur que nous avions d'ailleurs dénoncé lors de nos discussions sur ce texte. L'audition des intervenants que nous avons conviés et que je remercie d'avoir accepté de venir éclairer la représentation nationale nous permettra d'étayer notre interpellation. À cet effet, nous souhaitons recueillir leur analyse et leur expérience, notamment sur ce qui constitue le noyau dur de la loi, les incidences de la place centrale accordée à la négociation collective et les incidences de la déjudiciarisation des PSE. Cette nouvelle procédure confère-t-elle davantage de droits ou de protection aux travailleurs, ou au contraire, consacre-t-elle une précarisation de ces derniers face aux décisions de l'employeur? La question sous-jacente, qui est évidemment posée, est celle des stratégies économiques et d'emploi des entreprises et du partage des richesses entre capital et travail, dont l'INSEE révèle, dans un dossier paru aujourd'hui, qu'il avantage de plus en plus le premier au détriment du second, le capital au détriment du travail, notamment en raison de l'explosion des dividendes servis aux actionnaires. Je laisse donc, Monsieur le Président, la parole aux intervenants qui interviendront selon un ordre qui a été fixé. Être assez concis et puis de réserver le maximum de temps à l'échange, parce que finalement, ce type d'organisation est prévu pour l'échange. Et en tout cas, merci d'avoir pris de votre temps pour venir nous donner votre point de vue. Donc la parole est à Monsieur Lokiak. Mesdames et messieurs, merci tout d'abord pour votre invitation. Voilà. Exactement. Alors je me concentrerai pour ma part sur la réforme du licenciement pour motif économique, qui rend d'ailleurs assez bien compte de la philosophie générale de la loi de sécurisation de l'emploi. Les partisans de cette réforme lui accordent généralement un double mérite. Premièrement, la loi accorde une place centrale, plus centrale que jamais, au dialogue social, à la négociation collective. Ce sont les accords de maintien de l'emploi,
ce sont les accords de mobilité interne, ce sont aussi les accords sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Deuxièmement, cette loi consacre le retour de l'administration dans le contrôle des licenciements à travers notamment l'homologation des plans de sauvegarde de l'emploi. Pour des raisons différentes, ces avancées appellent, me semble-t-il, un certain nombre de réserves. Commençons par la promotion de la négociation collective, par la promotion du droit négocié. Il a beaucoup été dit et déjà écrit que la loi de 2013 est un succès, car on négocie beaucoup, les chiffres donnent à peu près 75% sur les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi. Ce succès appelle une double réserve qui invite, je crois, à s'interroger plus fondamentalement sur les rapports entre la loi et la négociation collective dans cette enceinte. La première réserve tient dans l'équilibre de la négociation. Chacun sait qu'un accord, quel qu'il soit, est tributaire du rapport de force et de l'équilibre entre les parties à la négociation. La tendance très marquée ces dernières années, consistant pour le législateur à déléguer à la négociation collective, présente donc un certain nombre de dangers. Le rapport de force n'a pas, me semble-t-il, à gouverner l'élaboration du droit du travail. Ce d'autant plus que, poursuivant un mouvement qui avait trouvé son point d'orgue dans une loi du 4 mai 2004, c'est avant tout à la négociation d'entreprise et pas à la négociation de branche que l'on renvoie. À ce niveau, le salarié, même s'il est protégé, est face à son propre employeur. La deuxième réserve tient dans la fonction de la négociation collective. Dans sa fonction classique, la négociation collective sert à accorder des droits, des garanties aux salariés pour compenser le lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Dans la loi de 2013, la négociation collective devient une négociation de gestion qui permet un certain nombre de reculs par rapport aux garanties prévues par la loi. Deux exemples. Premier exemple, les accords de maintien de l'emploi et les accords de mobilité interne légitiment la mise à l'écart du droit du licenciement collectif pour motif économique, c'est-à-dire essentiellement des plans de sauvegarde de l'emploi. Deuxième exemple, et je pense qu'on y reviendra dans la discussion, lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi fait l'objet d'un accord majoritaire, le contrôle de l'administration et du juge est purement formel. Il faut, me semble-t-il, sortir de cette idée très à la mode, selon laquelle ce qui est négocié, ce qui est accepté par les parties prenantes, est forcément bon pour la société. On est en train de céder à cette idée selon laquelle l'État, le Parlement, serait moins légitime que par le passé pour dire ce que les individus, ce que les entreprises doivent faire. D'où souvent, au nom de l'idée de contrat, de pacte, un transfert de responsabilité de l'État vers les acteurs eux-mêmes, notamment les syndicats et les entreprises. Et de ce point de vue, le concept même de pacte de responsabilité me semble parfaitement rendre compte de cette idée. Évidemment, on pourrait contrer tout ce que je viens de dire en répondant que justement la loi de sécurisation de l'emploi remet l'État en selle à travers le contrôle de l'administration. Sur ce deuxième point, qui sera plus rapide, la réserve ne porte pas sur le principe. Le fait de réintroduire un contrôle de l'État sur des plans sociaux, sur des restructurations qui affectent souvent un territoire entier, qui affectent des familles, qui affectent un collectif de salariés, est une bonne chose. Ceci étant, là encore, des réserves peuvent être émises quant aux modalités du contrôle de l'administration et peut-être des changements pourraient être introduits. Deux réserves ici. Premièrement, la loi du 14 juin 2013 touche en profondeur à la procédure de licenciement. Mais elle ne dit rien sur le motif de licenciement,
alors même que nous avions une promesse de campagne présidentielle de lutte contre les licenciements boursiers. On se retrouve du coup avec un certain paradoxe. L'administration peut bloquer les licenciements lorsqu'ils ne s'accompagnent pas de mesures suffisantes de reclassement. Elle ne peut rien faire, en tout cas tel que le texte le dit, lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi n'est fondé sur aucun motif économique. Deuxième réserve, l'administration a-t-elle les moyens, dans les délais impartis, pour exercer un véritable contrôle sur les plans de sauvegarde de l'emploi? Pour finir, tout cela me semble d'autant plus gênant qu'en échange de ces avancées, qui pour certaines d'entre elles n'en sont pas, on a des reculs importants quant aux droits des salariés. Je ne citerai qu'un exemple, cette règle selon laquelle, passé un certain délai, le comité d'entreprise est réputé avoir donné son avis. Une disposition qui, comme quelques autres de cette loi, pose un certain nombre de problèmes de conformité avec le droit européen et le droit international. Je vous remercie pour votre attention. Merci de votre clarté et de votre... Vous avez su réunir tout ça en quelques minutes, c'est très bien. Nous allons passer la parole à M. Tourniquet, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et chargé d'enseignement à l'Université de Paris 1. Vous avez la parole, maître. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc essayer d'être aussi synthétique que mon prédécesseur pour évoquer avec vous deux autres aspects qui faisaient partie des dispositions emblématiques à la fois de l'accord du 11 janvier 2013 et de la loi du 14 juin de la même année. Je veux parler du temps partiel et des accords de maintien de l'emploi. La réforme du temps partiel et singulièrement l'introduction dans le Code du travail d'une durée minimale a été saluée à juste titre comme une avancée pour le monde du travail et pour ses salariés qui, le plus souvent de manière contrainte, je reste quant à moi perplexe dans la majorité des cas sur la notion de temps partiel choisi, tout cela est absolument incontestable. À ceci près que, lors des débats, un certain nombre de parlementaires ont émis des réserves sur les vices inhérents qui aboutissaient à plomber cette avancée avec des dispositions introduite dans la loi elle-même. De quoi parlons-nous? Je veux parler de la faculté de déroger à ce seuil minimum par accord de branche, de la faculté de déroger à ce seuil minimum à la demande du salarié. Je laisse à chacun le soin de réfléchir à ce qu'il en est de la liberté contractuelle d'un salarié à temps partiel face à de grosses sociétés de propreté ou de sécurité. Et enfin, le fait que ce minimum ne soit pas calculé forcément de manière hebdomadaire, mais puisse l'être de manière mensuelle et annuelle. Or, une des caractéristiques de cette réforme, c'était précisément de permettre à ceux qui ont choisi le temps partiel de pouvoir le cumuler avec un autre temps partiel. Je vous laisse là aussi réfléchir à la liberté de celui dont le temps partiel est lissé sur l'année avec des variations d'une semaine sur l'autre, de pouvoir trouver un autre employeur suffisamment arrangeant dont l'emploi du temps se connecte parfaitement avec celui de l'employeur numéro 1. Et puis se poser également la question de la date de la mise en œuvre de cette loi, puisque, comme vous le savez, la loi que vous avez adoptée prévoyait que les partenaires sociaux avaient jusqu'au 31 décembre 2013 pour négocier ces fameux accords de branche, puisque la durée minimale était applicable à partir du 1er janvier 2014. En précisant que pour ceux dans les branches dans lesquelles cet accord n'intervenait pas, la durée minimale peut s'appliquer à la demande du salarié, mais à la condition, je cite le texte de la loi, que l'employeur ne s'y oppose pas pour, je cite, un motif justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise, ce qui, en tout cas en tant que juriste, me semble laisser place à une grande part de décisions discrétionnaires, pour ne pas dire arbitraires. Alors là, nous sommes dans la contestation théorique. Voyons un peu ce qu'il en est maintenant de manière pratique de l'application de cette loi. D'abord, premièrement, la négociation dans les principales branches concernées n'avance pas.
Elle n'avance pas dans les branches qui sont les plus grosses consommatrices de contrats à temps partiel. Je veux parler en particulier des entreprises de propreté, des entreprises de sécurité. Et c'est sans doute la raison pour laquelle un délai supplémentaire, mais j'y reviendrai, leur a été accordé. Ce qui signifie que dans ces entreprises-là, la durée minimale que vous avez votée ne s'applique toujours pas à ce jour, sauf à ce qu'un salarié en fasse la demande et qu'un employeur n'ait pas l'idée de lui opposer l'impossibilité compte tenu de l'activité qui est la sienne. Quant aux accords de branche qui ont déjà été signés, d'autres parlementaires, pas forcément sur les mêmes bancs que ceux dont je parlais précédemment, avaient fait valoir, non sans raison d'ailleurs, que cette durée minimale n'était pas forcément adaptable à tous les types d'activités économiques où on conçoit des interventions beaucoup plus ponctuelles de salariés. Et donc on avait pu imaginer que cette faculté de dérogation leur était spécialement destinée. Or, il se trouve que les premiers accords de branche qui ont été signés et qui prévoient cette dérogation, donc qui annihilent le seuil minimum que vous avez voté, je veux parler de l'enseignement privé, c'est l'accord du 18 octobre 2013, je veux parler des centres sociaux et socioculturels, un accord du 14 novembre 2013, ou encore de Pôle emploi, accord du 19 décembre 2013, prévoit une telle dérogation sans que l'on trouve particulièrement de justification quant à la nature de l'intervention des salariés pour justifier d'une telle dérogation. Voilà ce qu'il en est de manière très succincte pour répondre à l'appel de Monsieur le Président sur cette question du temps partiel. Maintenant, quelques mots sur les accords de maintien de l'emploi, parce que là aussi, tout de même, je pense que, et j'en remercie, comme mon prédécesseur, Monsieur Chassaigne et les membres de son groupe d'avoir suscité ce débat, même si nous sommes très proches de l'événement, avec assez peu de recul, mais il n'est pas mal, je trouve, que les parlementaires puissent effectivement constater qu'un certain nombre de critiques qu'ils avaient pu émettre et qui avaient peut-être été évacuées de manière un petit peu rapide se trouvent confirmées dans les faits. Qu'est-ce qu'on nous a dit sur les accords de maintien de l'emploi? Tout sauf le PSE. Il vaut mieux négocier pour passer le creux de la vague, pour éviter d'avoir recours au plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, les parlementaires en question avaient soulevé à l'époque, à juste titre à mon sens, que cette nouvelle loi n'interdisait pas les accords s'inspirant du dispositif dit compétitivité-emploi, c'est-à-dire des accords de concession des salariés avec en contrepartie, je pense notamment à l'accord PSA, un simple engagement de maintenir un site, mais pas de maintien de l'emploi. Deuxièmement, l'engagement de maintien de l'emploi ne concerne que les salariés concernés par l'accord. Et troisièmement, Pascal Loquet vient d'en parler, la loi prévoit que les salariés qui n'acceptent pas cette modification feront l'objet d'un licenciement économique de procédure individuelle. Alors, je vais vous citer un exemple et j'en terminerai là-dessus. Un exemple qui a été d'ailleurs beaucoup commenté dans la presse généraliste, mais également dans la presse spécialisée. Je vous renvoie à la passionnante lecture de l'article du professeur Adam, professeur à l'Université de Lorraine, dans les colonnes de la Semaine sociale L'Ami, qui est le cas de la société Malbert à Rouffach. Que s'est-il passé dans cette société? L'employeur prévoit un PSE portant sur la suppression de 102 emplois. Il propose une sortie alternative, la négociation d'un accord de maintien de l'emploi, qui est proposé aux salariés par voie de référendum, majoritairement adopté. Tous les syndicats, je dis bien tous les syndicats, signent cet accord de maintien de l'emploi, qui est donc signé, et à la sortie de cela, on prévoit un certain nombre de concessions du côté des salariés, une perte de 5 jours de RTT, le gel des salaires jusqu'en 2015. Nous sommes en juillet 2013, la loi a à peine un mois d'âge. Il se trouve que 162 salariés vont refuser. 162 salariés vont refuser et seront donc licenciés pour motif économique. Nous sommes passés de 102 licenciements envisagés à 162 licenciements prononcés, avec un résultat, effectivement, on a évité le PSE. Il n'y a pas eu de PSE, puisque ces 162 salariés ont été licenciés de manière individuelle. Vous m'accorderez toutefois que commencer l'application d'un accord de maintien de l'emploi par 162 licenciements, ce n'est pas précisément ce que vous aviez envisagé. Mais le problème, c'est que tout ça est parfaitement légal, parce que ce dispositif-là est autorisé par la loi du 14 juin 2013. Je vous remercie de votre attention. C'est moi qui vous remercie, maître. Et donc nous poursuivons avec l'ultime invité, M. Christian Grandet, délégué syndical central CGT d'Air Liquide. Vous avez la parole. Monsieur le Président.
Donc l'Air Liquide, le groupe Air Liquide a été un des premiers donc à mettre en œuvre cette loi sur la sécurisation de l'emploi qui à notre sens n'en est pas une puisque c'est plutôt une loi de l'offre en fait. Et je vais disséquer alors tout en restant assez bref puisque le groupe Air Liquide est connu souvent pour les bouteilles de gaz mais qu'il a tout un tas de filiales. Donc le groupe Air Liquide se porte bien et fait aubaine du contexte économique national difficile pour durcir encore sa politique sociale et délocaliser ses activités, y compris les plus stratégiques, pour accroître son taux de profitabilité, alors qu'il faudrait mettre en œuvre une politique au service des salariés. Le groupe dégage des bénéfices records en 2012, 1,6 milliard, alors que les dividendes versés aux actionnaires ont atteint 804 millions en augmentation de 10%. Et le résultat pour 2013 s'annonce encore bon. Le niveau des marges laisse présager des nouveaux records de bénéfices sur l'année 2013. Dans le même temps, le groupe engage des restructurations à tout va et va supprimer des centaines d'emplois en Europe dans ses métiers traditionnels, dans les fonctions support, services centraux, informatique et dans les activités de soudage et gaz de l'air. En France, les plans de restructuration en cours se traduisent par la suppression de 110 postes dans le soudage, le transfert de l'activité en Slovaquie et la vente d'un établissement à Commercy. La fermeture du centre technique d'application du soudage à Saint-Ouen-l'Aumône avec la suppression de 24 postes dans la recherche sur le soudage et le transfert sur le site des Loges en Josas du reste de l'activité. C'est l'arrêt de la recherche de haute technologie sur le soudage, cœur du métier, laser et robots, depuis la création en 1902 de l'entreprise à partir de capitaux français. La suppression de 191 postes chez Alfi, la plus grande filiale du groupe en France, sans compter les 100 postes menacés pour des mobilités contraintes dans toutes les régions et les propositions de départ volontaires ciblées malgré un taux de profitabilité de plus de 19%. Nous considérons que le plan n'a pas été présenté dans son ensemble puisque la direction accepte maintenant de ne pas muter les non-volontaires sans préciser quelles tâches ils auront ces salariés à accomplir après la mise en place des nouvelles entités. Le groupe Air Liquide bénéficie, grâce à ses activités de gaz médicaux, Air Liquide Santé France, et ses filiales de santé à domicile, Orkin Vitalaire, LVL Médical, des facilités de remboursement des soins par la sécurité sociale et les mutuelles. Les niveaux de remboursement baissant, le groupe souhaite conserver des niveaux de marge élevés en optimisant sa masse salariale, suppression de 40 postes chez Air Liquide Santé, qui dégage un résultat opérationnel courant de plus de 20%, en limitant des salaires à une hausse de moins de 2% pour 2014. Ce sont ces filiales qui profitent pleinement du crédit impôt compétitivité emploi. Le groupe Air Liquide, dans les filiales, utilise des sous-traitants, des CDD, des intérimaires, des contrats en alternance, à des postes qui devraient être pourvus normalement par des salariés en CDI à statut Air Liquide. Le groupe déshabille aussi la France en transférant des activités vitales d'ingénierie. Après une première politique de délocalisation d'envergure en Chine, dans les années 80, celle-ci s'accentue. Alors, en Allemagne, à Francfort, ont été transférées les activités hydrogène et dérivés, les directions dont des grands patrons de l'ingénierie, l'essentiel de ces organes décisionnels autour des gros appareils de production de gaz de l'air et des gaz de synthèse H2 et CO. En Pologne, un site d'ingénierie au moins équivalent à ce jour au centre originel situé à Champigny-sur-Marne, dont le rôle ne cesse d'être réduit. De même, en Inde, zone sur laquelle nous avons peu d'informations. Raison opérationnelle ou raison fiscale, le groupe vient de faire de même pour une filiale basée à Chalon-sur-Saône qui passe sous contrôle d'une filiale allemande. Cette stratégie est au service exclusif du profit et des fonds de pension. Le groupe a annoncé l'accélération de ses programmes de productivité ALMA pour préserver le résultat net promis par Benoît Potier, son PDG, aux actionnaires malgré la crise financière et des marchés plus concurrentiels. Des difficultés mises en avant par la direction pour appeler les salariés à faire toujours plus d'efforts sans contrepartie et au contraire des baisses du pouvoir d'achat pour la majorité d'entre eux, sans oublier le blocage des salaires en 2009. En 2010, un plan dénommé Alfor, en prévision de la loi dite de modernisation sociale, la direction générale a démantelé la société mère située en France, 5000 salariés, en une douzaine de filiales, dans un premier temps toujours basées en France. À l'époque, la direction avait promis que ces filiales ne changeraient rien. Depuis cette date, on assiste à nouveau à d'autres filialisations, par exemple celle des services informatiques, l'activité CO2, avec non seulement des pertes de statut Air Liquide, mais aussi des transferts à l'étranger de tout ou partie de l'activité et des emplois correspondants, sans oublier les pertes de recettes pour le pays et en particulier notre système social. Une situation de moins en moins supportable quand on sait que le groupe Air Liquide a reçu en 2012 27 millions d'euros au titre du crédit impôt recherche. Cela représente 750 emplois à 3 000 € par mois. Et qu'elle devrait bénéficier d'environ 6 millions au titre du crédit impôt compétitivité et emploi
et a un taux d'imposition de l'ordre de 3% de son résultat courant Air Liquide SA. Avec cette loi, nous craignons que les réorganisations se succèdent et se banalisent, et que les effectifs soient appelés à se réduire en France dans un avenir proche. Un droit d'alerte a d'ailleurs été lancé par le comité d'établissement, les comités centrales d'entreprise de la filiale ingénierie. Dans les projets sortis des cartons récemment par la direction du groupe figurent les multiples créations de sociétés aux organisations plurinationales, européennes, voire mondiales, au détriment de l'emploi en France, sans que l'emploi global n'en profite pour autant. La délocalisation en cours des activités support, jusqu'alors situées à la Défense, en est un exemple d'actualité. Comment, dans ces conditions, pouvons-nous espérer sauvegarder l'emploi en France si un groupe comme Air Liquide, sous couvert de compétitivité, réduit les effectifs? Cette loi encadre les plans sociaux, contraint les élus dans un calendrier prédéfini au préalable. L'instance ICHSCT étant relayée au titre de simple chambre d'enregistrement désignée au 5e degré. Nous ne pouvons que regretter que les services de l'administration soient amenés à valider des PSE sans l'analyse économique et financière des groupes. Cette loi banalise les plans sociaux, l'ajustement de la masse salariale et de la productivité pour permettre une évolution régulière et constante des dividendes. Nous pensons que les dividendes en 2014 pour le groupe Air Liquide atteindront 900 millions et probablement le milliard en 2015. Cette loi dite de sécurisation de l'emploi, taillée sur mesure pour le MEDEF et pour les groupes du CAC 40, arrive après le découpage des groupes industriels en filiales et la vente d'entreprises jugées peu rentables à court terme. Le constat pour le groupe Air Liquide est que, après des échanges d'une durée de 3 mois, bien encadrés, la direction applique unilatéralement son plan social, son PSE ou son plan de départ volontaire dans les filiales de France Industrie, alors que les organisations syndicales, pourtant signataires au plan national, ont donné un avis défavorable. Et juste pour mémoire, le coût de l'expertise faite par le cabinet Secafi Alpha pour les deux volets, donc le volet économique et le volet CHSCT, est de 700 000 €. Enfin, une question se pose aussi sur la brutalité de ce type de consultation qui pose un problème pour la santé physiologique des salariés. Merci de votre attention. On va passer à la partie questions-réponses. Je vais essayer d'être le plus dynamique possible. Donc 2 minutes pour les questions. Vous indiquez la personne à laquelle vous adressez la question. Et puis on va essayer également de tenir les réponses. Mais en tout cas, on a, je crois, bien commencé sur un trémor rythme. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est difficile de dire à qui s'adresse la question. Je pense que je laisserai l'initiative à un des trois de répondre. Les interventions qui ont eu lieu, je pense, sont assez édifiantes sur le constat que cette loi a entraîné un important recul des droits des travailleurs, notamment face au licenciement économique. Que ce soit le point de vue juridique, le point de vue concret sur une entreprise, ça paraît absolument indéniable. Nous avions pour notre part présenté lors d'une niche parlementaire une proposition de loi contre les licenciements boursiers et les suppressions d'emplois abusifs, et je me disais en vous écoutant que si cette proposition de loi avait été votée, les résultats auraient été très différents de ce que l'on vient d'entendre. Quoi qu'il en soit, désormais, la loi telle qu'elle est a été votée, elle est appliquée. Ma question, c'est la suivante. Elle va peut-être vous paraître compliquée, mais enfin, quelles sont vraiment les dispositions fortes qu'il conviendrait, selon vous, de modifier ou d'introduire pour rétablir un équilibre entre les droits exorbitants des employeurs et ceux des salariés, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. En d'autres termes, sans développer bien sûr toute une solution alternative en quelques minutes, est-ce qu'il y aurait quelques points forts que nous pourrions porter pour faire bouger les choses et faire en sorte que ce recul des droits des travailleurs puisse être peut-être pas supprimé, mais considérablement amoindri? Qui répond? Monsieur Leclerc, qui a la parole. Très rapidement, peut-être, je pense qu'on a chacun notre mot à dire sur cette question. Moi, je vois au moins 3 choses. La première, c'est, comme je l'ai dit dans mes propos, c'est supprimer cette logique selon laquelle, une fois passé un certain délai, le comité est réputé
avoir été consulté. Il existe dans la Constitution un principe de participation. Il existe dans les textes, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, un article 27 sur le droit à l'information consultation. Il existe dans les textes européens ce qu'on appelle un principe d'effet utile. Et je crois vraiment que cette idée selon laquelle, peu importe qu'il y ait des insuffisances d'informations, le délai est passé, c'est trop tard, je pense que c'est véritablement priver de toute utilité, de tout sens, la consultation. Donc, première chose, je réintroduirais un véritable contrôle du juge sur les informations données au comité pendant la procédure. Deuxième élément, je pense que les plans de départ volontaire, aujourd'hui, certains disent, et ils n'ont peut-être pas tort, qu'on licencie moins qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a moins de licenciements secs. On entend toujours, d'ailleurs, dans les médias, il n'y a pas de licenciement sec, donc c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de licenciement sec peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des mobilités, il y a des plans de départ volontaires, il y a des départs à la retraite, etc. Je trouve que, et là je raisonne vraiment en tant que juriste, presque en tant que civiliste, en droit du travail, le consentement du salarié est nécessairement suspect. Le contrat de travail repose sur un lien de subordination. On a instauré des garanties du consentement en matière de rupture conventionnelle. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la rupture conventionnelle, mais ce n'est pas l'objet. Il n'y a rien actuellement sur les plans de départ volontaire. Il n'y a pas de contrôle de la volonté des salariés. Et Maître Tourniquet l'a dit aussi, en matière de temps partiel, il est assez inquiétant de voir que la volonté du salarié permet de passer en dessous du seuil de 24 heures. Donc je crois qu'il faut développer des techniques de protection du consentement qui vont au-delà de ce que prévoit le Code civil. Et oui. Peut-être d'autres voudraient rajouter brièvement quelque chose. M. Grandet, vous avez la parole. Oui, alors, moi, en quelques lignes, il faudrait renforcer les droits des représentants du personnel et redonner aux instances du personnel le droit d'influer sur la stratégie des groupes, parce qu'aujourd'hui c'est un véritable problème. Et avoir une administration qui ne soit pas une administration qui soit, parce que c'est très dangereux, qui soit juste là pour valider une partie partielle d'un plan social, mais qui soit là pour vérifier un ensemble avoir un contrôle industriel, financier, et avoir aussi le contrôle social sur l'entreprise, voir l'ensemble effectivement du dossier, ne pas être que sur une partie pour se prononcer et dire voilà, l'administration nous a validé notre plan. Madame Le Callennec a la parole. Merci, Monsieur le Président. En préambule, si vous me le permettez, je souhaite déplorer le fait que nous avons une commission des affaires sociales en même temps que cette audition. Commission des affaires sociales qui doit traiter du texte important sur la formation professionnelle. Donc on ne peut pas être dans les deux endroits à la fois. Moi, je trouve que l'initiative de nos collègues du groupe GDR était très intéressante de vous écouter aujourd'hui, même si, évidemment, je ne partage pas totalement ce qui vient d'être dit. Mais franchement, je le déplore parce que c'est important dans le cadre, comme vous l'expliquez, Monsieur Chassaigne, du rôle que nous avons de contrôle du gouvernement, qu'on puisse vous écouter. Cette loi, lorsqu'elle a été votée, elle avait pour objectif, je crois, de créer des droits nouveaux pour les salariés et en échange de plus de souplesse pour les entreprises qui en ont besoin dans un monde ouvert, de plus de sécurisation des parcours. Donc c'est intéressant de vous entendre. Vous avez été choisi, pas innocemment, par le groupe GDR pour venir nous exposer vos conclusions. Et moi, j'aurais quelques questions. Vous nous avez cité des exemples concrets. Est-ce qu'il y a moyen de savoir aujourd'hui, depuis la promulgation de la loi, quels sont les exemples, vous en avez cité quelques-uns, qui tenteraient à affirmer ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est un recul des droits des salariés? Est-ce que on a épluché toutes les sociétés qui sont concernées depuis le vote de la loi? Je pense en particulier, on avait eu ce débat, à ce qui se passe chez Goodyear. À plusieurs reprises, on nous a dit, en fait, Goodyear n'est pas concerné par cette loi.
D'autres entreprises qui ont eu à subir des PSE ne sont pas concernées par cette loi. Donc quand on vote quelque chose, on aime quand même que ça concerne la situation des entreprises. Est-ce que vous avez vraiment épluché tous les exemples pour étayer donc vos propositions et vos réflexions? Est-ce que tous les décrets de la loi ont été pris? Parce que ça, c'est aussi une question qu'on se pose très souvent en tant que législateur. On a toute une batterie de décrets dont le sens et le contenu sont très importants, mais qui, à un moment donné, nous échappent. Donc, est-ce que tous les décrets ont été pris? Et la dernière question, vous faites des propositions que l'on entend bien. Comment pensez-vous qu'elles vont être poussées dans des lois à venir ou des propositions de loi à venir, si tant est qu'elles le soient, sachant qu'il nous est aussi demandé à nous législateurs de simplifier et surtout de stabiliser la législation pour qu'à la fois les salariés et les entreprises savent dans quel contexte ils évoluent. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur les éléments de procédure, c'est bien noté. C'est hélas pas la première fois et je crains que ce ne soit pas la dernière, parce que nos emplois du temps sont très, très contraints, on le sait bien, hein. Mais bon, ça n'interdit pas la qualité de nos échanges et de nos travaux ici. Maître Tourniquet, peut-être, puisque vous n'avez pas pu répondre tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Et pour répondre à la dernière de vos questions, Madame la députée, il est demandé aux législateurs que vous êtes une certaine stabilité, et je le conçois très bien. Accordez-moi que sur ce sujet des licenciements économiques, depuis les années 80, la partie patronale, en tout cas, vous a demandé tout et son contraire. Elle a demandé au Parlement d'abroger l'autorisation administrative de licenciement, qui certes n'était pas la panacée, puisque quand elle a été abrogée, elle a été accordée dans 85% des cas, mais au moins elle permettait un contrôle sur le motif. Et le même patronat est venu vous demander, en 2013, de rétablir, mais une autorisation administrative, évidemment, vidée de sa substance, parce qu'elle ne parlait pas du motif. Sur les exemples, il est normal que certains, ça peut vous paraître contradictoire, mais effectivement, il y a des plans sociaux qui ne sont pas concernés par la loi, tout simplement parce que leur procédure de consultation a été engagée avant l'entrée en application. Donc c'est sans doute ce à quoi vous faites référence. Effectivement, la loi ne s'applique que pour les plans sociaux dont la consultation a débuté à partir du 1er juillet 2013. Puis je veux juste apporter ma petite réponse à la question posée par Monsieur le Président Chassaigne, s'ajoutant aux propositions qui sont faites par Pascal Loquiec. Licenciement collectif, moi je suis un fervent partisan de la jurisprudence Vivéo, mais je ne veux pas parler de celle de la Cour de cassation, je veux parler de celle de la Cour d'appel de Paris. Puisqu'on parle de sécurisation de l'emploi, on ne sécurise pas l'emploi effectivement quand on condamne 2-3 ans après le licenciement un employeur à réintégrer des salariés ou à indemniser lourdement. Non, la véritable sécurisation de l'emploi, c'est d'intervenir en amont. Mais ça ne concerne que les grandes entreprises et les licenciements de plus de 10 salariés. Il y a une sanction valable pour tout le monde qui, elle, pourrait s'appliquer même au licenciement individuel. Il n'y a pas besoin de réforme constitutionnelle pour ça, ça tient en une ligne. Tout licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux est nul. Merci, Maître. La parole est à Monsieur Germain. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, d'abord, je voudrais me féliciter de cet après-midi de contrôle que nous avons, parce que je crois qu'il y a eu des débats très importants à l'Assemblée et qu'il faut évaluer. Alors, on n'est pas dans un exercice d'évaluation, mais on essaie de s'y rapprocher et, le cas échéant, corriger les choses si nécessaire. En même temps, on est dans un exercice un peu délicat, parce que chacun des exemples que vous avez pu citer mériterait d'être creusé jusqu'au bout pour que nous puissions nous faire un avis complet. J'ai deux questions par rapport à ça. La première à Monsieur Grandet, puisque vous avez évoqué des accords qui ont été signés au plan national et des désaccords sur un certain nombre de sites. Comment vous expliquez ce hiatus? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces différences d'appréciation qu'il peut y avoir? Une question pour Monsieur Loquiec, vous avez évoqué, et à nouveau à l'instant, la question des plans sociaux sans aucun motif. C'est un grand débat que nous avons eu. Est-ce qu'il faut les interdire et donner à l'administration ce pouvoir et la retirer au juge ou vice-versa? Est-ce que concrètement vous avez connaissance de plans sociaux sans motif qui auraient été homologués par l'administration depuis le 1er juillet? Je crois que c'est très important qu'on puisse se faire ça. On s'était notamment posé la question de savoir s'il n'y avait pas abus de droit
à partir du moment où un chef d'entreprise se plaçait dans une disposition du Code du travail et demandait l'homologation alors même qu'il n'y aurait pas de motif au licenciement. Donc est-ce que vous avez connaissance de cas concrets sur ce plan-là? Et puis dernière question pour Monsieur Tourniquet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur votre expérience d'avocat, sur des cas au-delà de celui que vous avez cité, d'accords de maintien dans l'emploi, parce qu'il nous avait semblé que ces accords posant tellement de conditions par rapport à un simple plan social, qu'au fond les entreprises n'allaient pas y recourir, et c'est le cas de PSA par exemple, qui a préféré faire un plan social, parce que l'idée de retourner au point de départ dans les 2 ans lui paraissait pas possible. Merci. Alors, M. Grandet, je crois, a été sollicité en premier. Juste une précision. En fait, au niveau national, les organisations signataires, dont chez nous la CFDT, la CGC et la CFTC, dans le cadre de l'Air Liquide et du plan social et du plan de départ volontaire, n'ont pas été signataires à la fin du plan proposé par la direction. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Merci, M. Lequet. Alors, sur la question qui m'est posée, non, je n'ai pas connaissance pour l'instant de ces exemples. Ceci étant, c'est probablement un peu tôt. Ceci étant, alors, vous évoquez la question de l'abus de droit. Est-ce que, en l'état actuel des textes, il est possible d'annuler ou de refuser d'homologuer un PSE lorsqu'il n'y a aucun motif économique? Alors, il est beaucoup avancé, effectivement, soit qu'on pourrait invoquer la fraude à la loi, soit qu'on pourrait invoquer le fait que l'entreprise étant prospère, n'étant pas en difficulté, elle devrait mettre énormément de moyens, quasiment tous ses moyens, dans le PSE, puisqu'il y a une règle de proportionnalité du PSE par rapport aux moyens de l'entreprise. Donc il y a ces 2 techniques possibles. Ceci étant dit, je n'y crois pas beaucoup, notamment à la fraude, parce que la fraude nécessite une intention de nuire. C'est pour ça qu'avec d'autres, et c'est ce que vient de vous dire M. Tourniquet, je pense qu'il aurait été assez simple d'introduire dans le texte un autre cas de contrôle de l'homologation, c'est l'inexistence manifeste du motif. Il n'a jamais été question, notamment, même dans les débats sur le Vivéo, il n'a jamais été question de dire que lorsqu'une entreprise ne va pas bien, a des difficultés, mais qu'elles ne sont pas suffisamment sérieuses, on va bloquer, on va annuler son plan. L'idée, c'était de traquer les licenciements véritablement abusifs. Donc, il ne s'agissait pas d'un contrôle de tous les instants. Et je pense qu'en introduisant simplement un contrôle de l'inexistence manifeste du motif, c'était suffisant. Et je crains que l'administration, même si on dit le contraire, n'ait pas vraiment le moyen de le faire sans un ajout dans le texte. Maître, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Maître Tourniquet. Réponse à M. Germain. C'est un texte que vous connaissez mieux que personne, Monsieur Germain, en tant que rapporteur de la Commission sur cette question. Et oui, il y a des conditions à ces accords de maintien de l'emploi. Mais la situation que j'ai évoquée tout à l'heure, qui a été commentée, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, bien évidemment, mais vous pourrez la trouver un peu partout. C'est également le cas de l'entreprise Valor, à côté de Nantes, qui a connu exactement la même situation. On est passé de 18 projets de licenciement à 20 licenciements effectifs. Je ne suis pas en train de faire à la représentation nationale un procès d'intention, disons que ça a été délibérément voulu comme cela. Je dis simplement que le fait d'avoir, de mémoire, il me semble, refusé l'amendement qui prévoyait que les licenciements qui intervenaient par la suite retombaient dans le droit commun du PSE et donc faisaient l'objet d'une procédure collective, aboutit effectivement à ce que nous ayons autant de licenciements individuels. Et rendez-vous compte que le texte de loi permet donc aujourd'hui, on n'y avait peut-être pas pensé à l'époque, mais des exemples comme celui que je viens de citer, permettraient donc de procéder à des licenciements sciemment, à plusieurs dizaines de licenciements, en contournant l'obligation de plan de sauvegarde de l'emploi. En contournant, alors que, rassurez-moi, mais vous n'avez pas besoin de me rassurer, tel n'était pas vraiment, effectivement, l'objet des accords de maintien de l'emploi. C'était pour les éviter à titre préventif. Et là, on se retrouve dans ce cas-là, mais il y en a eu d'autres. 162 licenciements sans PSE. Le serpent se mord la queue. Alors si j'avais effectivement une invite à faire aux parlementaires qui sont ici présents, ce serait de réfléchir effectivement à la conséquence de l'individualisation des procédures.
Parce qu'avec l'individualisation des procédures, vous squeezez les représentants du personnel et l'administration. Et vous laissez le salarié seul en tête-à-tête avec l'employeur devant le Conseil des prud'hommes. Merci. Alors, j'ai 3 demandes de prise de parole pour des questions. Donc, on les prendra bien évidemment, mais après, on devra respecter notre rendez-vous avec le ministre, bien évidemment. Donc, successivement, M. Dolé, Mme Sass et M. Sebaoun. M. Dolé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai 3 questions rapides. La première, est-ce que, selon vous, il y a un risque que les dispositions de la loi puissent être attaquées sur le fondement du manquement de la France à ses engagements internationaux, tant au niveau européen que vis-à-vis de l'Organisation internationale du travail? Ma deuxième question, même si l'application de la loi est évidemment récente, a-t-on déjà des contentieux sur les nouvelles procédures qui ont été mises en place? Et si oui, lesquelles? Et ma troisième question s'adresse plus particulièrement au professeur Lecquiec et à l'universitaire qu'il est. J'ai écouté avec attention ce qu'il nous a dit tout à l'heure, et je crois qu'il a tenu des propos extrêmement forts sur la question des rapports entre la loi et la négociation collective, en indiquant tout à l'heure, et je partage le propos, que le rapport de force n'a pas à peser sur, n'a pas à gouverner l'élaboration du droit du travail. Je me demandais si, avec cette loi, on n'est pas en présence d'une évolution extrêmement importante de notre droit du travail, et si cette loi ne porte pas une atteinte extrêmement forte à ce qui fait depuis longtemps maintenant la spécificité de ce droit du travail dans une dérive que je pourrais qualifier, je ne sais pas si je reprendrai volontiers la formule, de social-démocrate. Merci. Alors, la première partie de la question était très juridique, donc, monsieur le professeur. Alors, sur l'éventuelle inconventionnalité du texte, il y a au moins 3 dispositifs qui pourraient être attaqués. C'est d'abord le dispositif des accords de maintien de l'emploi, au regard de la convention numéro 158 de l'OIT sur le contrôle du motif et au regard de la directive européenne sur les licenciements collectifs, puisque comme l'a dit Hervé Tourniquet, ce sont des licenciements collectifs lorsqu'il y a plusieurs salariés, mais on applique la procédure de licenciement individuel. Deuxième contrariété possible, c'est sur les délais, sur cette idée selon laquelle le délai est réputé, enfin le comité est réputé à s'être prononcé au-delà du délai. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une atteinte au principe de participation et à la charte de l'Union européenne. Troisième point, les délais de prescription très courts peuvent être également discutés au regard du droit au recours qui a valeur constitutionnelle. Il y a une jurisprudence de la CEDH, sur les délais de prescription extinctive excessivement courts. Sur la philosophie même de la loi, je vous ai dit ce que j'en pensais au départ, on va vers un droit du travail négocié. Et là encore, c'est une belle idée qui peut être contre cette idée que le droit doit être accepté par ceux à qui elle s'applique. L'idée est belle, mais concrètement, dans des rapports de travail qui sont des rapports inégalitaires, cette idée, elle est à mon avis assez dangereuse. Merci. Madame Sass a la parole. Oui, pour être courte, moi j'avais 3 questions. Vous avez souligné la faiblesse en fait de l'application du temps partiel, de la durée minimum de temps partiel. Je vais vous poser la question à l'inverse. Est-ce qu'il y a en fait des branches dans lesquelles cette durée s'applique? Parce que tous les exemples que vous avez donnés, c'était des exemples où en fait cette durée minimum ne s'appliquait pas. La deuxième question, elle vient d'être posée
Mais je voulais avoir des précisions là-dessus. Vous avez dit effectivement, et ça avait été soulevé au moment du vote de la loi, que dans les accords de maintien de l'emploi, le fait qu'on refuse les conditions de l'accord donnait lieu à un licenciement individuel et que c'était contraire au droit européen. On l'avait soulevé à l'époque. Je voudrais savoir si ça a donné lieu à des recours et si ça a été tranché, en fait, parce que vous nous redites qu'effectivement c'est contraire au droit européen, mais ça n'a visiblement pas été tranché. Or, c'était assez clair, effectivement, que c'était contraire au droit européen. Et la troisième question porte sur les accords de mobilité, parce qu'à l'époque aussi, il y avait une inquiétude sur le fait que les accords de maintien de l'emploi pouvaient donner lieu à des mobilités qu'on pourrait qualifier de forcées, en tout cas des facilitations pour l'employeur de contraindre à de la mobilité. Je voulais savoir si vous aviez constaté dans les différents dossiers que vous aviez suivis quelle était la position et est-ce qu'il y avait une évolution en fait sur ce point? Est-ce qu'il y a des mobilités qu'on peut aujourd'hui considérer comme forcées pour les employés? Maître, vous avez la parole. Oui, Madame la députée, votre remarque sur l'accord de mobilité me permet effectivement d'ajouter une précision très importante. Les accords de mobilité version loi du 14 juin 2013, comme vous le savez, il s'agit d'accords qui sont négociés, si j'ose dire, en temps de paix, lorsque tout va bien. C'est d'ailleurs la philosophie de la loi. Mais de la même manière que pour les accords de maintien de l'emploi, les salariés qui n'accepteraient pas le moment venu que leur soit appliquée cette mobilité préalablement négociée seront eux aussi licenciés selon une procédure individuelle. Ça se rapproche de ce que nous venons d'évoquer. Mais il y a quelque chose de plus préoccupant. Et là, pour le coup, j'ai un petit reproche quand même à faire aux législateurs, moi en tant que praticien, c'est que des amendements ont été déposés, une question a été posée, puisqu'ils sont supposés être licenciés pour motif économique. Or, comme cet accord est négocié quand la société va bien, on n'évoquera pas des difficultés économiques, puisque c'est en application d'un accord négocié quand la société va bien. Alors des parlementaires ont voulu préciser que ce motif économique était un motif économique au sens de la définition prévue par le Code du travail. Et l'Assemblée, dans sa majorité, a rejeté cet amendement. Donc c'est quoi le motif économique d'un salarié qui refuse sa mobilité? On n'en sait rien. Ça, c'est le juge qui nous le dira. Deuxième question que vous avez posée, y a-t-il des branches dans lesquelles elle s'applique? Alors, je dirais que là où on décide de l'appliquer, il n'y a pas besoin d'accord de branche. Les accords de branche sont là pour prévoir d'éventuelles négociations. Donc ne soyez pas surprise, Madame la députée, que je vous cite des accords de branche qui la prévoient. Il faut, d'après le texte que vous avez adopté, qu'un accord de branche prévoit la dérogation là où on décide de l'appliquer. Ça, c'était la deuxième question. Pardon, mais je crois avoir zappé votre troisième question. J'en suis désolé. C'était sur la contrariété. La question n'a pas été tranchée. La question n'a pas été tranchée. Pardon. Merci. Monsieur Simaoun a la parole. Oui, je voudrais poser une question à Monsieur Tourniquet, parce qu'il a pris un exemple que je ne connaissais pas, l'entreprise Malébert à Rouffach. Et l'écoutant, je relisais attentivement ce qu'a dit le professeur Adam. D'abord, on ne peut pas dire quand même que la loi ne prévoit pas de négociation. Il y a bel et bien eu négociation, puisque l'accord de maintien de l'emploi a été signé par la totalité des syndicats, CGT, CFTC, tous, à l'unanimité. Contraint et forcé, ça, je ne prends pas parti, mais c'est la réalité. Il y a une consultation référendaire où les 2 tiers des salariés se sont prononcés. Alors, moi, ma question, elle est simple. Est-ce que vous pensez qu'au travers de cet exemple, qui semble-t-il n'est pas unique, puisque vous parlez d'une société qui est passée d'un PSE potentiel de 18 à 20 licenciements, est-ce que vous pensez que c'est un effet pervers de la loi? Est-ce que c'est une entreprise machiavélique qui a utilisé le droit comme il existe pour pouvoir le contourner? C'est ce que quand même vous sembliez dire tout à l'heure. Ou bien est-ce que c'est un exemple qui confirme, un exemple exceptionnel qui confirme la réalité d'une loi générale? Donc, parce que le professeur Adam lui-même dit que les salariés les syndicats attendaient environ 50 départs et qu'on s'est retrouvé à 162. Ils ont été eux-mêmes extrêmement surpris et il dit qu'il y a peut-être d'autres éléments qui font qu'ils ont choisi l'indemnité globale de licenciement qui pouvait, pour des raisons d'âge, d'ancienneté, je ne sais pas, être un élément qui a favorisé cette conclusion négative.
qui répond. Maître, vous avez la parole. Monsieur le député, il n'y a ni machiavélisme ni légèreté. Il faudrait, à mon avis, que le législateur réintervienne pour éviter que ça devienne un objet de machiavélisme. Vous avez raison, il y a eu un accord signé par la totalité des organisations syndicales, précédé d'un référendum. Et bon, après, moi, il ne m'appartient pas de juger la position des organisations syndicales. Vous avez raison, il y a eu un accord. Bon. Qu'est-ce qui conduit 162 au lieu des 50 estimés salariés? Vous savez, il y a des exemples, il y a des précédents tout à fait fâcheux. Une usine Clairoy, je crois, où pendant 2 ans, on accepte de repasser aux 39 heures sans compensation salariale pour finalement tous se retrouver licenciés. Alors effectivement, ça émousse considérablement la motivation des salariés et certains peuvent décider de partir. Mais encore une fois, la loi a été respectée. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Et évidemment, loin de moi l'idée que le législateur avait anticipé, avait décidé cela. Je dis simplement que si vous voulez effectivement que ces accords de maintien de l'emploi répondent véritablement aux objectifs qui avaient été présentés ici même par Monsieur le ministre Sapin et par Monsieur le rapporteur Germain, effectivement, il y a une modification à faire. C'est tout simplement d'en revenir à la procédure collective s'il s'avère qu'il y a plus de 10 salariés qui refusent. Parce que rendez-vous compte qu'avec ça, on se retrouve dans cette situation absurde. On aura effectivement évité un licenciement, un plan de sauvegarde de l'emploi, mais pas les licenciements. De telle sorte que les salariés qui ont fait ce choix, qui leur appartient, se retrouvent licenciés dans le cadre d'un accord de maintien de l'emploi. Ce qui, vous me l'accorderez, est un peu paradoxal. Sur la question des accords de maintien de l'emploi, le législateur, à mon avis, aurait intérêt à intervenir sur un second point. La question est la suivante. Est-ce qu'on peut aujourd'hui conclure des accords sur l'emploi qui ne relèvent pas des dispositions sur les accords de maintien de l'emploi? Je prends l'accord PSA, sur lequel une étudiante ici travaille. L'accord PSA, c'est un accord qui ressemble fort aux accords de maintien de l'emploi, mais PSA ne s'est pas placé sur le terrain de la loi. Et effectivement, la loi n'est pas très claire. Qu'en est-il lorsque l'entreprise s'engage à ne pas fermer un site, mais ne s'engage pas à ne pas licencier? Est-ce que c'est encore un accord de maintien de l'emploi? Qu'en est-il lorsque l'entreprise s'engage pas simplement sur des emplois, mais s'engage à augmenter sa production, à créer de nouvelles voitures? Est-ce qu'on est encore dans un accord sur le maintien de l'emploi? Donc là, il y a, à mon avis, une carence de la loi. Il serait bon de préciser, si c'est le vœu du législateur, que tous ces accords entrent dans le champ du dispositif nouveau. Très brièvement, Monsieur Richard, comme Oui. ça tous les groupes se sont Merci, exprimés. Président. Vous avez la parole, mon cher collègue. Moi non plus, je n'ai pas le don d'ubiquité, donc je vais devoir retourner en commission sur les amendements relatifs à la formation professionnelle. J'aurais une question, parce que... Venu bien après que nous ayons défini le nôtre. Oui, Que les on n'a pas responsabilités réussi à soient trouver identifiées. de Mais l'ubiquité enfin bon, je comprends qu'ils aient des contraintes mais aussi. on va essayer de s'adapter. Moi, j'irais plus loin que ce qu'a pu dire Marc Delay de façon un peu diplomatique. Je voudrais savoir si, à votre avis, cette loi est d'essence sociodémocrate ou d'essence presque libérale. Voilà. Maître. Écoutez, cette loi, première observation, les concessions salariales, c'est maintenant. Les concessions patronales, c'est pour plus tard. Ça vous donne une indication quand même. Deuxième élément, cette loi répond à tellement de revendications de la frange que je qualifierais d'éclairée du MEDEF. Parce qu'il y a toujours trop d'États, vous savez, dans notre pays. Il y a toujours trop d'États, sauf quand il s'agit de mettre l'imprimature de l'État sur une décision de licenciement. De la même manière qu'on va rechercher le consentement des salariés à ce moment-là et à ce moment-là seulement. Donc moi, oui, je considère que cette loi est d'essence libérale. Merci à nos interlocuteurs. Nous suspendons nos travaux pour 2 minutes. Ça va nous permettre de les raccompagner et d'accueillir le ministre.
La séance est reprise. Nous passons donc à la deuxième partie du débat. Je crois que la première a été stimulante. On va poursuivre un peu sur cette même méthode. Et nous commençons, je commence par donner la parole à M. Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Sachant qu'on aura pas mal de temps pour les questions, si vous pouviez ramasser votre propos, Monsieur le Ministre, mais nous vous écoutons. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Merci beaucoup de cet échange avec vous. Je trouve que c'est une très bonne procédure qu'ainsi pouvoir discuter de l'application des lois et de voir quelques mois seulement après le vote et surtout après la date d'application principale de ce texte qui était au 1er juillet pour beaucoup des dispositions où nous en sommes. Ai-je besoin de vous rappeler les objectifs politiques de cette loi, qui est d'abord l'emploi, compris par la constitution de droits nouveaux. Nous sommes à l'inverse de la dégradation de la qualité de l'emploi. Nous avons la volonté, avec ce texte, le Parlement a eu la volonté d'être dans une procédure où, à la fois, on essaye de sauver le plus possible d'emplois, de maintenir des emplois, mais aussi on lutte contre la précarité. C'est typiquement une loi anti-mini-job, si vous voyez de quoi je veux parler. C'est aussi un texte qui lutte contre la perte d'emploi, en mettant en place des procédures de licenciement économique. Lorsque cette suppression n'a pu être évitée, nous aurons évidemment à en parler, même si nous avons un recul de 6 mois uniquement. Enfin, 6 mois, ça permet déjà d'avoir quelques idées. Les 6 mois ne permettent quand même pas de tirer des enseignements définitifs, ni dans un sens ni dans l'autre. Sauvegarde de l'emploi pour rompre avec une situation que j'ai qualifiée, après d'autres, préférence française pour le licenciement, on peut le dire autrement, préférence française pour le chômage. Et c'est en particulier des alternatives au licenciement avec la mise en place de mécanismes pour éviter ces licenciements en sécurisant l'emploi. En somme, la volonté qui a été la nôtre, c'est de ne pas déréguler par la suppression de droits, pas non plus une posture figée sur la défensive qui interdise aux acteurs de rechercher des solutions transitoires pour l'emploi, mais au contraire la construction de solutions négociées, le terme de négocier étant évidemment très important, et vous avez dû déjà en parler, avec vos précédents invités à l'intérieur d'un cadre strict et exigeant. Alors, premier bilan. D'abord, du point de vue du calendrier, parce qu'il faut faire très attention à la question du calendrier. J'entends souvent, il y a ce qui est lâché tout de suite et il y a ce qui est à avoir demain. On va commencer à rentrer dans le concret et le précis sur tous les aspects de la loi. Sont entrées en vigueur au 1er juillet dernier les dispositions sur le PSE, les accords de maintien de l'emploi, le niveau dispositif d'activité partielle, ainsi que la modulation des cotisations assurance chômage sur les contrats courts. La création de la base de données unique est un élément de simplification, mais aussi d'efficacité dans l'information des représentants du personnel, a fait l'objet d'un décret qui est paru en décembre 2013. Donc on est vraiment dans les premiers jours d'application de cette base de données unique. En cours, concernant l'entrée des salariés dans les conseils d'administration, c'est un élément aussi très important de ce texte, qui a d'ailleurs plutôt réuni différents bancs de l'Assemblée. Les modifications des statuts doivent avoir lieu avant la fin 2014. Les entreprises concernées devraient, dans la quasi-totalité des cas, attendre leur AG 2014 en juin pour convoquer une AG extraordinaire, modifier leur statut, prévoir les modalités de désignation. Certains ont déjà pris les devants, je pense en particulier à Pernod Ricard, qui a fait son AG en novembre 2013, ce qui fait que les dispositions rentreront en application avant les dates limites qui avaient été fixées. Les négociations sur le temps partiel sont en cours. Il ne faut pas se cacher que ce sont des négociations difficiles, même si cette avancée, 24 heures, etc., je ne rentre pas dans les détails, avait été perçue comme telle, comme une avancée sociale, et en particulier en faveur de celles qui majoritairement sont en situation de temps partiel, que sont les femmes. Pourquoi est-ce difficile? Parce que la loi de sécurisation a réellement changé les choses et a mis la barre très haute. Certains d'ailleurs ont critiqué la hauteur de cette barre. Ces négociations demandent plus de temps que nous l'avions prévu et c'est pourquoi, comme vous le savez, j'ai décidé de vous proposer, en lien avec les signataires de l'ANI, un délai supplémentaire de 6 mois jusqu'en juillet 2014 pour permettre d'aboutir dans les négociations qui sont parfois extrêmement délicates et objectivement, ce n'est pas forcément
Le grand capital qui pose problème, ce sont aussi des réseaux associatifs du domaine solidaire qui peut avoir des difficultés à mettre en œuvre un accord de cette nature, ou une disposition de cette nature. Je veux m'arrêter sur l'intéressant cas de la restauration rapide. Là, je sors du caractère strictement social, mais c'est intéressant parce que l'accord vient d'être signé. Il y a eu 6 mois de négociations, c'était très difficile. Cet accord a été signé par les 5 organisations de salariés. Tout a été revu dans cet accord. Vous voyez bien, on va dire c'est l'accord McDo, hein. Il a été qualifié comme tel d'ailleurs, l'accord McDo. Tout a été revu, durée des contrats, prime de coupure, avenant complément d'heures. Je crois que c'est vraiment du concret pour des centaines de milliers de salariés. La CGT a d'ailleurs qualifié l'accord d'étape importante contre le temps partiel imposé et contre le morcellement du travail. Et je cite en l'occurrence l'organisation syndicale. C'est un accord qui est important et qui prouve que branche par branche, il peut y avoir un dialogue social de qualité qui porte ses fruits au bénéfice de tous, même sur des sujets extrêmement délicats. Et je souhaite qu'il en aille ainsi dans toutes les branches concernées, d'où ce délai supplémentaire. Toujours dans cette rubrique en cours, la complémentaire santé, que tout le monde, me semble-t-il, a soutenue, parfois en disant c'est pour plus tard. Ben oui, il faut quand même un peu de temps pour mettre en œuvre ces dispositions, d'autant plus que, comme vous le savez, il y a eu des décisions successives du Conseil constitutionnel qui ont rendu le paysage un peu incertain et en contradiction avec la volonté majoritaire du Parlement, en tout cas de l'Assemblée nationale. Les partenaires sociaux doivent aboutir pour le 1er juillet 2014. Là, on est juste devant, nous ne bougeons pas la date, c'est toujours le 1er juillet 2014. C'est un véritable défi, mais les négociations sont en cours dans les branches et je crois vraiment que ce sera une avancée nouvelle très importante pour l'ensemble des salariés concernés. La création des droits rechargeables, c'est aussi une avancée considérable qui est issue de l'ANI et que vous avez adoptée dans la loi, sont au menu de la négociation en cours UNEDIC. Et donc d'ici au mois de mars, ces dispositions seront mises en œuvre. La négociation a débuté le 17 janvier. Elle fixera donc pour les prochaines années les modalités d'indemnisation des demandeurs d'emploi dans ce cadre-là également. Reste à venir le compte personnel de formation. Vous en savez quelque chose. On a voté, si je puis dire, vous avez voté la coquille. Le compte personnel de formation a été rempli, a été détaillé dans tous ses aspects par l'accord du 14 décembre dernier, qui est venu donc vite. Certains me disaient oui, mais ça va être pour dans des années et des années. Non, c'est venu extrêmement vite, dans les mois qui ont suivi, et qui ont permis véritablement, je crois, quelque chose de très très important, une vraie révolution dans le domaine de la formation professionnelle. Nous allons avoir à en discuter. Vous, comme vous, je crois même que vous en discutez en ce moment en commission pour ceux qui peuvent y être présents, par un don d'ubiquité que je salue chez chacun et chacune d'entre vous. Bien, et cette réalité, elle sera présente le 1er janvier 2015, et je redis ici clairement, et je le redirai dans tout le débat, que c'est le 1er janvier 2015 prochain que ce compte personnel de formation rentrera en application. Un éclairage, enfin, Monsieur le Président, si vous me laissez encore un peu de temps, sur les nouvelles procédures dites de licenciement. Ce sont bien entendu celles dont on parle le plus, on peut le comprendre, c'est celles qui font face aux difficultés d'aujourd'hui. Le nombre des PSE en 2013 se situe autour de 950, chiffre qui varie peu par rapport à 2012 ou 2011. Donc évitons les commentaires sur le thème il y a de plus en plus de PSE ou les cascades de PSE, c'est des termes qu'on entend toujours, c'est toujours les mêmes d'ailleurs, les marronniers qui reviennent, c'est beaucoup trop, mais ça n'est pas plus que les années précédentes. Comme vous le savez aussi, en termes d'impact sur le chômage, malheureusement, ce ne sont pas les PSE qui font augmenter, du point de vue statistique, le nombre des chômeurs, puisque ça représente à peu près entre 3 et 7% du nombre total des entrées à Pôle emploi. Enfin, les PSE sont la partie la plus visible de mutations plus profondes et ils doivent être traités, bien entendu, avec le sérieux qui convient. 7 mois après donc, le vote de la loi, où en sommes-nous? D'abord, en amont des difficultés, parce qu'on ne parle pas suffisamment de ce qui peut se passer en amont. J'ai dit ce qu'il en était s'agissant de la présence au conseil d'administration. Là, nous avons aussi une anticipation des droits individuels qui permettent de faire face avant qu'il ne soit trop tard et de ne pas subir. C'est bien entendu ce que j'ai dit sur le compte personnel de formation. Ça peut être aussi la mobilité professionnelle sécurisée telle que vous l'aviez votée. L'anticipation passe par des droits collectifs. La
la stratégie économique de l'entreprise, la GPEC doit changer véritablement de nature, ou directement revenir à ce qu'elle aurait dû toujours être, une projection dans l'avenir pour éviter les difficultés. Je pense aussi aux obligations renforcées pour l'entreprise pour partager en temps réel les informations avec les représentants des salariés. L'anticipation donne enfin des moyens de traverser la crise en évitant le maximum de casse, mobilité interne, simplification et unification du dispositif d'activité partielle, qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui, je vous donnerai quelques chiffres, et enfin les accords majoritaires de maintien de l'emploi. Les faits confirment que nous avions des marges de progrès et que par la loi de sécurisation de l'emploi, elles ont été libérées. Par exemple, 11 300 autorisations de recours à l'activité partielle ont été accordées au deuxième semestre 2013, soit une augmentation de 27% par rapport à la période précédente comparable de 2012, ce qui correspond à un volume de 53 millions d'heures, un peu plus, soit 75% d'augmentation. C'est le plus souvent utilisé pour éviter des licenciements et mis à profit, y compris pour mettre en place des formations permettant ensuite aux salariés de faire face à l'évolution de leur carrière. Nous connaissions les difficultés liées à la gestion des restructurations depuis des années, des délais de procédures légaux peu respectés qui créent de l'incertitude pour l'entreprise comme pour les salariés, une judiciarisation de plus en plus forte, ce n'est pas par hasard si des avocats peuvent s'exprimer très souvent sur ces sujets, où l'affrontement entre avocats remplace le dialogue social, ce qui ne me paraît pas en soi gage de qualité du dialogue social, même si ça ne met pas en cause la qualité des avocats en question, Monsieur Sebaoun, une énergie mise davantage dans l'achèvement d'une procédure formelle plus que dans la recherche de solutions alternatives, une montée de la logique du chèque, qui peut se comprendre évidemment lorsqu'on est salarié en difficulté, au détriment des mesures qui permettent aux salariés licenciés de retrouver un emploi. La loi de sécurisation de l'emploi donc change profondément la donne, renforce le dialogue social, renforce la qualité des PSE, et il y a donc une incitation renforcée aussi à former ces salariés. Alors, je vais en conclure par là, qu'est-ce que nous disent les premières données chiffrées? Du 1er juillet, date d'application de la loi, au 31 décembre 2013, 416 dossiers de validation, homologation de PSE ont été initiés auprès des directs. Ces 416 procédures correspondent pour 35% à des entreprises en procédure collective, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, avec donc des conséquences particulières s'agissant des procédures collectives. Mais 65%, on va dire les 2/3, des entreprises sont soumises au droit commun des licenciements. Le second semestre a été marqué par une diminution du nombre de procédures de licenciement économique, avec une baisse de plus de 10% par rapport à 2012. Ce qui veut dire que le tsunami qui nous avait été annoncé de licenciement en utilisant la loi en est resté au niveau du fantasme. Retenons aussi un chiffre. Hors procédure collective, plus des 3/4 des entreprises ont négocié, sont entrées dans la négociation, ce qui est une prime nette et réelle au compromis. Dans 2 cas sur 3, la négociation a débouché sur un accord collectif majoritaire. Au 31 décembre, il y a plus d'accords collectifs majoritaires que d'homologations. 57 contre 49, hors procédure collective, évidemment. Et même dans les procédures collectives qui, par nature, ont peu de temps et les moyens d'une négociation, il y a eu 10% d'accords collectifs. Tous les syndicats signent des accords. Il n'y a pas ceux qui signeraient et ceux qui ne signent pas. En fonction des situations, ils peuvent être différents. Mais tous les syndicats, je dis bien tous les syndicats, ont signé à tel endroit des accords, même ceux qui, évidemment, n'avaient pas signé l'ANI, ce qui prouve que, évidemment, tous ont à cœur de faire vivre de la négociation et de défendre le mieux possible, avec les outils légaux, les intérêts de ceux qu'ils représentent, et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Comme quoi, donner le pouvoir de négocier a du sens, je crois qu'on était plusieurs ici à le savoir, et de l'efficacité, et que la confiance n'est pas forcément un vain mot. Enfin, la judiciarisation est nettement en baisse. Je comprends que certains le regrettent. L'un des paris de la loi était de faire baisser le nombre de recours judiciaires parce que de bons accords pourraient être trouvés évitant le recours à ce qui était normal en termes de défense de la part des salariés, qui était la procédure judiciaire, alors que près de 30% des PSE donnaient lieu à contentieux. Sur les 416 procédures initiées, je crois qu'il y a à peine 5% de procédures devant
de recours devant les autorités judiciaires, quelle que soit la nature de ces autorités judiciaires. Certains ont été devant les TGI, mais qui ont été renvoyés ensuite devant les TA. C'est 5% de procédures. Vous vous rendez compte? Donc on a diminué de 30% de judiciarisation à 5% de judiciarisation par le biais de ces accords majoritaires qui ont permis de trouver des solutions plus avantageuses. Enfin, beaucoup d'entre vous, à juste titre, et je comprenais parfaitement ces questions, s'étaient posé la question de savoir si les directs, mon administration, allait avoir les moyens humains, de formation, etc., pour faire face à cette nouvelle responsabilité, puisque l'État, oui, est revenu au rendez-vous de l'intérêt général par le biais de la vérification et de l'homologation. Les deux critiques qui avaient été faites, et on pouvait parfaitement les comprendre, c'est l'absence de moyens et qu'elles avaliseront trop les décisions des entreprises, comme une sorte d'automaticité. Je veux vous dire que 99%, je préférerais 100%, mais je ne suis pas sûr que dans le monde d'aujourd'hui, on puisse aboutir à 100%. 99% des décisions d'homologation ou de validation l'ont été par des décisions explicites et motivées. 99%. Non pas par le temps passant, au bout du compte, ça aboutit à un accord. J'ai dit à tous mes directs, je veux que sur chaque dossier, vous les regardiez et vous donniez une décision motivée et explicite. Ça a été le cas pour 99% et dans des délais qui sont de l'ordre de 15 à 21 jours. Le taux de refus d'homologation est de 10%, ce qui n'est pas négligeable, qui a permis, à partir de cela, au fond, de faire du refus une arme de dissuasion pour permettre que soient suivies les observations des directs lorsqu'elles sont en contact avec les directions des entreprises. Donc les directs ont été parfaitement au rendez-vous et pour les rencontrer très souvent, c'est une part de leur travail auquel elles donnent aujourd'hui beaucoup de passion. Voilà, mesdames, messieurs les députés, monsieur le Président, le premier bilan, encore partiel bien sûr, que je pouvais faire à ce stade-là de ce rendez-vous avec vous dont je me félicite. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le Président Chassaigne, et puis je vois également la demande de monsieur Germain. Madame Sass, Madame Le Callennec. Bon, monsieur le ministre, vous nous avez une fois de plus, essayé de faire la démonstration que cette loi de sécurisation de l'emploi ne consacrait pas, comme nous le pensons, un recul inédit des droits et protections des travailleurs, notamment face au licenciement économique. Vous avez notamment cité des chiffres actualisés sur l'application de l'article 18 de la loi, sur la mise en œuvre donc des procédures de licenciement. Et selon vous, ces chiffres attestent de l'efficacité des nouveaux dispositifs. Il faudra sans aucun doute qu'on procède, nous aussi, de notre côté, à une étude un peu plus fine. Ceci étant dit, même si ces chiffres montrent que les syndicats ont massivement signé les accords, comme vous venez de le dire, encore faudrait-il, point par point, savoir dans quelles conditions, sous quel rapport des forces, les syndicats ont signé ces accords. Néanmoins, l'audition des intervenants qui vous ont précédé a montré que derrière les chiffres pouvait se cacher une réalité plus préoccupante pour l'emploi. Alors je me permettrai de reprendre un seul exemple. Un exemple qui nous a été fourni par Maître Tourniquet. Il concerne la société Malébert à Rouffach, dont la direction, moins d'un mois après la publication de la loi, annonce son intention de supprimer 102 emplois. Pour éviter ce plan social, un accord de maintien dans l'emploi en bonne et due forme est conclu et ratifié par l'ensemble des organisations syndicales. Mais 162 salariés, qui représentent 15% de l'effectif de cette entreprise, refusent de voir les dispositions de cet accord se substituer à leur contrat de travail. Ils seront donc licenciés individuellement, comme le prévoit la loi, sans élaboration d'un PSE et sans contrôle de l'administration. Vous comprendrez bien, Monsieur le ministre, que ça me conduit à poser une question. Au-delà des chiffres bien lissés que vous avez donnés, pouvez-vous communiquer à la représentation nationale des données précises, là aussi, concernant le nombre de licenciements personnels consécutifs au refus des salariés de voir un accord s'appliquer à leur contrat de travail et le nombre de salariés initialement concernés par ces mêmes accords, afin que nous puissions évaluer
une autre dimension de l'impact de la loi sur l'emploi dans les entreprises concernées. Merci. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Monsieur le Président Chassaigne, nous échangeons et depuis longtemps et avec plaisir, parce que nous le faisons l'un et l'autre avec beaucoup de conviction, des arguments sur ce texte. Je pense que quand vous me dites que j'ai des chiffres bien lissés, vous ne vous mettez pas en cause la vérité de ces chiffres. Voilà, je voulais juste que ceci soit dit entre nous. Les chiffres sont les chiffres. Si vous voulez les vérifier, ils sont vérifiables, ils sont dans des données parfaitement accessibles à tous, comme on fait aujourd'hui, et ça me paraît une bonne chose. Il faut qu'il y ait une transparence aussi dans ce domaine-là. Bien sûr, sur le contexte, et chacun peut l'apprécier ensuite, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a les rapports de force, connaître les rapports de force sont des choses difficiles, mais enfin, s'il y a des organisations syndicales, c'est aussi parce que nous pensons que par le biais de l'action collective, même si ces organisations syndicales sont plurielles, ça permet de créer des rapports de force qui sont d'une autre nature dans une entreprise que s'il s'agissait d'individus seuls. C'est d'ailleurs pour ça que nous faisons confiance, vous aussi, bien sûr, aux organisations syndicales, et que nous leur donnons des pouvoirs, des capacités de peser dans l'entreprise et de peser par le stylo. Le stylo, on signe ou on ne signe pas. Donc la capacité, à partir de là, de peser dans la négociation. Ce que je constate, je répondrai bien sûr à votre question, ce que je constate s'agissant des PSE, la question que vous me posez, sauf erreur de ma part, concerne le maintien de l'emploi, d'accord, un accord de maintien de l'emploi, celui que vous avez cité. Mais s'agissant des PSE, c'est les chiffres que je vous ai donnés. Je ne vous ai pas donné des chiffres sur les maintiens de l'emploi pour une raison simple, on peut d'ailleurs s'interroger pour savoir pourquoi, il y a eu 2 accords de maintien de l'emploi, dont celui que vous avez cité. Donc les chiffres là sont des chiffres dont la valeur statistique serait moindre. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous ai pas parlé de ces 2 accords de maintien de l'emploi. J'ai parlé des accords PSE qui ont été beaucoup plus nombreux et qui permettent d'avoir une vision plus large des choses. Peut-être que dans des entreprises, il y a un rapport de force qui a été plus favorable ou moins favorable. C'est l'avis de ces entreprises. Globalement, s'il n'y a pas de recours ensuite contre ces mécanismes-là, c'est donc qu'il y a quand même que cet accord majoritaire des organisations syndicales veut bien refléter aussi la vérité de ce que les salariés dans l'entreprise ont pu ressentir. Je le dis toujours, s'agissant des PSE. Alors, sur le maintien de l'emploi, aujourd'hui, il y a 2 accords, dont celui que vous citez. C'est intéressant de regarder d'ailleurs ce qui s'est passé. Parce que l'accord que vous citez, il a été signé unanimement par tout un tas d'organisations syndicales que nous connaissons les uns et les autres très bien et qui ont forcément, je dirais, par principe, défendu au maximum l'intérêt des salariés. Un accord de maintien de l'emploi, c'est un accord qui ne supprime pas d'emploi, comme l'indique son nom. Ensuite, et c'est normal, et ça prouve bien que nous n'avions pas voulu par ce texte-là brider la liberté de chacun des salariés. Chacun des salariés est libre ensuite de s'inscrire dans cet accord individuellement ou de ne pas s'y inscrire. Là, en l'occurrence, 160, c'est ça, on préférait utiliser les dispositions qui s'appliquaient à eux, y compris pour des raisons qui pouvaient tenir à leur âge ou d'autres possibilités qui pouvaient s'offrir à eux. C'est leur choix. Heureusement qu'on respecte le choix des uns et des autres. Enfin, vous comme moi, nous souhaitons qu'il soit respecté. Ces emplois restent à pourvoir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas du licenciement au sens où on aboutit à la suppression de l'emploi. Ces emplois restent à pourvoir. Il reste à pourvoir. Le maintien de l'emploi, l'accord de maintien de l'emploi maintient ces emplois, il reste à pourvoir. Et je connais certaines entreprises, je crois même que celle-ci a engagé des procédures d'embauche pour pouvoir des postes qui ont été libérés, en quelque sorte, par les salariés eux-mêmes. Donc il faut voir globalement. Ce n'est pas de la perte, ce n'est pas 160 pertes d'emploi. Il y a aussi des gens qui vont trouver un emploi grâce j'allais dire, ou à l'occasion de ce départ-là. Donc voilà, regardons bien les choses au niveau du maintien de l'emploi et ne mettons pas en cause les PSE très nombreux à la seule lumière de ce cas-là. Pardon, on a 2 minutes pour répondre, c'est ça? Oui, enfin, on va aller un peu au-delà, mais l'idée, c'est de faire des choses ramassées et nerveuses. Monsieur Germain a la parole. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, d'abord, merci pour ces informations importantes. Et puis, au nom du groupe socialiste, moi, je voudrais me réjouir des avancées qu'il faut constater. D'abord, sur la formation professionnelle, effectivement, on avait inséré les négociations dans des délais très courts, ils ont été tenus. Et puis ensuite, il y a eu un accord réunissant notamment 4 organisations syndicales avec la grande avancée du compte personnel de formation sur laquelle nous sommes en train de discuter. Nous réjouir aussi de ce que vous nous avez dit sur l'activité partielle, ce qu'on appelait avant le chômage partiel, parce que je crois qu'il
Il y a beaucoup de débats autour d'un ancien patron de Volkswagen en ce moment, mais ce qui a fait la sauvegarde des emplois en Allemagne, c'est avant tout le recours à l'activité partielle, c'est-à-dire autant que possible garder les salariés dans l'entreprise, quitte à ce qu'ils travaillent un peu moins, pour attendre des jours meilleurs. Et les chiffres de 23 millions que vous nous avez évoqués, sauf erreur, ça fait des milliers d'emplois qui ont sans doute été sauvegardés par ce biais-là. Et puis se réjouir bien sûr des négociations, parce que trouver des solutions entre employeurs et salariés, même dans des situations difficiles, évidemment, une méthode qu'on ne peut que saluer. Moi, je voudrais vous poser 3 questions un peu précises. Sur l'homologation, il y a eu, donc, si j'ai bien compris, une vingtaine ou une trentaine de refus d'homologation. Qu'est-ce qui a conduit à ces refus d'homologation? Et un débat qu'on vient d'avoir à l'instant, est-ce que vous avez eu connaissance de plans qui vous auraient été soumis ou qui auraient été soumis au direct en l'absence de motifs économiques, puisque c'est un grand débat que nous avions eu avec le groupe communiste. Deuxième question sur des accords de mobilité. Est-ce que vous avez déjà une première vision, une première connaissance d'accords qui auraient pu être signés? On a souhaité que ça se passe à froid et que ce soit protecteur pour les salariés. Est-ce que vous avez déjà des éléments là-dessus? Et puis peut-être un point, est-ce que vous-même, vous avez déjà des insatisfactions sur tel ou tel point de la loi qui n'a pas donné ce qu'on attendait? Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Je vais commencer par la fin. Ce n'est pas une insatisfaction, parce que c'est le terrain qui lui-même, si je puis dire, travaille sur ce sujet. Je pense qu'il pourrait y avoir plus d'accords de maintien de l'emploi. Mais je sais que c'est ceux qui sont les plus délicats et les plus compliqués. Ce sont ceux qui méritent d'être négociés longuement, puisqu'on voit bien qu'il y a la discussion de contrepartie de la part des salariés qui peuvent être lourdes de conséquences. Donc, moi, je compte beaucoup sur ces accords de maintien de l'emploi pour l'avenir, de manière à permettre justement d'éviter le licenciement, d'éviter cette préférence pour le licenciement. Donc si j'ai un regret, c'est que pour l'instant, ils sont peu utilisés, mais c'est un regret qui est par rapport à l'expression des besoins du terrain. Je pense qu'il faut aussi beaucoup plus de temps. C'est le 1er juillet jusqu'à... Ça fait que 6 mois. C'est souvent des sujets qui se traitent en un peu plus de 6 mois, heureusement. Deuxièmement, sur les accords de mobilité, je n'ai aucun élément d'information aujourd'hui. Là aussi, je pense que c'est principalement dû au fait que ce sont des accords qui se traitent à froid, qui peuvent prendre du temps, qui nécessitent de prendre du temps. On n'est pas devant un mur, on n'est pas devant un fossé dans lequel on risque de tomber. C'est quelque chose qui se négocie très en durée. Je n'ai pas aujourd'hui, en tous les cas, de cas que je pourrais vous présenter. Ensuite, sur l'homologation, les 10%. Il y a 2 types de refus. Il y a le refus sur la procédure. Si la procédure elle-même n'a pas été conforme, et donc s'il y avait des risques par ailleurs d'annulation à partir d'une procédure non conforme, il y a un refus d'homologation. Le deuxième cas, c'est la qualité du PSE lui-même. Mais ce que je voudrais décrire, au fond, c'est que 10% de refus ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 10% d'influence de la part des directs. Je peux presque dire qu'il y a 100% d'influence de la part des directs lorsqu'on est dans un cas d'homologation. Parce qu'il y a un dialogue continuel. La direction de l'entreprise, les organisations syndicales qui sont consultées aussi par la directe, elle dit, mais ça, est-ce que vous homologuez? Ça, est-ce que vous homologuez? Ça, est-ce que... Elles ne vont pas rarement prendre le risque de l'affrontement en disant, ah bon, vous refusez de l'homologuer, mais je le dépose quand même. Donc il y a toute une négociation auparavant, qui explique d'ailleurs la faiblesse du nombre des refus, sauf s'il y avait des problèmes de procédure, et qui explique aussi la plus grande qualité, globalement, de ces PSE par rapport à ce qu'on pouvait connaître précédemment. Voilà exactement comment les choses se passent au sein des directs. C'est ce que je leur ai demandé. Je leur ai demandé d'être très présents au cours de cette procédure, même s'il y a aussi, bien sûr, les négociations, les contacts directs, mais d'être très présents tout au long. Beaucoup ici disaient, je comprenais cette préoccupation, mais ils vont être peu informés, ils vont avoir très peu de temps pour... C'est les fameux 21 jours. Mais non, mais ils sont bien avant. Ils sont présents bien avant, pendant toute la période, qui est la période de consultation, de discussion au sein de l'entreprise, justement pour faire comprendre, du point de vue de l'État, où se trouve le bon équilibre, la qualité nécessaire, compte tenu de la situation des entreprises dans le PSE concerné. Merci, Madame Sass a la parole. Je rappelle que chacun des députés qui questionnent peut un droit de réplique, en quelque sorte. Madame Sass a la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, de venir échanger avec nous sur ce premier bilan de la loi de sécurisation de l'emploi.
Vous en souvenez peut-être, le groupe écologiste était à l'époque fort circonspect sur ce projet de loi, au motif qu'il nous semblait déséquilibré, puisqu'il donnait droit à des revendications très anciennes des représentants des employeurs, et je voudrais en citer deux. C'était notamment l'encadrement des délais des PSE et puis la possibilité de baisser les salaires de manière collective, alors qu'historiquement, il a toujours été encadré en France et il y avait besoin d'un avenant individuel pour baisser un salaire. C'était donc un tournant historique, mais peut-être pas forcément dans le bon sens. Et en regard de ces avancées, en quelque sorte, pour les employeurs, il y avait peu d'avancées pour les salariés. En tout cas, il nous semblait trop limité. Il y avait néanmoins quelque chose qui nous donnait espoir et qui pouvait porter une avancée considérable pour les salariés. C'était justement cette durée minimale du temps de travail fixé à 24 heures pour les temps partiels. Les intervenants de la table ronde précédente nous ont montré qu'il y avait de telles conditions d'application et notamment des possibilités de dérogation tellement importantes qu'elles semblaient en définitive peu appliquées. Alors ma question sera simple. Avez-vous des éléments chiffrés sur le recul des temps partiels inférieurs à 24 heures? Peut-être que simplement en termes de statistiques, c'est quelque chose qui peut être suivi de façon assez simple. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bon, je ne commande pas l'ensemble des autres aspects qui introduisaient votre propos, qui rappelaient les positions qui avaient été les vôtres au moment du débat. Nous ne sommes pas là pour refaire le débat lui-même, pour en voir un peu les conséquences. Je me polarise donc sur cette question du temps partiel et des 24 heures. C'est une avancée considérable. Elle a été voulue par les partenaires sociaux, puisqu'elle a été dans l'ANI. Elle a été signée, si je puis dire, dans le cadre de l'ANI du 10 janvier 2013. Son application, je ne le cache pas, est complexe. D'ailleurs, nous l'avions dit dans le débat. Je vous ai décrit l'accord dans un domaine où on considère qu'il peut y avoir des abus dans l'utilisation des temps partiels, qui est celui de la restauration rapide. Et c'est un accord de très grande qualité. 5 organisations syndicales, c'est ça, qui toutes les 5 signent, donc la totalité des organisations représentatives au niveau national qui signent. Donc elles ont fait une bataille qui était une bataille très intéressante. Là, il y a du progrès. Il y a un vrai progrès considéré comme tel par les organisations syndicales et par les salariés. Mais il y a aussi des domaines où c'est très complexe. Je peux citer la question de l'aide à domicile, non pas dans le cas des particuliers employeurs, puisque ça c'est un cas où semble-t-il justifié. Les dispositions ne s'appliquent pas, même si on peut trouver d'autres mécanismes qui permettent d'avoir un travail où on offre des possibilités d'avoir plusieurs employeurs pour monter au-delà, bien sûr, de quelques heures par semaine. Mais vous avez justement des organismes de cette nature, associatifs, qui proposent de mettre à disposition des personnels pour du travail à domicile, des soins à domicile, ménage, etc., et qui sont confrontés à de très grandes difficultés. Et je dis, c'est pas... On est là dans des associations, on est dans le domaine social, pas capitalistique du tout. Il n'y a pas de problème de cette nature. C'est vraiment un problème d'organisation très concrète sur le territoire. On en rencontre, je suis persuadé, vous en rencontrez les uns et les autres. Il y a des difficultés, d'autant plus que parfois la vie contractuelle, conventionnelle dans les branches est assez complexe et limitée. Donc, je constate simplement aujourd'hui qu'il y a eu très peu d'accords dans les branches pour mettre en œuvre les conditions concrètes d'application de ce dispositif. Vous me demandez si j'ai des statistiques. La loi est applicable depuis le 1er janvier dernier. C'est vous dire que le recul est quand même faible. Et non seulement est applicable depuis le 1er janvier dernier, mais comme je vous propose de repousser au 1er juillet prochain le délai pour permettre à ces négociations d'être en place, je pense que si je devais avoir une statistique, elle aboutirait à quelque chose qui serait de zéro, puisque les dispositions ne sont pas effectivement applicables aujourd'hui. Je pense vraiment que c'est typiquement une disposition qui va vraiment dans le bon sens, vraiment une disposition de progrès, qui a comme caractéristique principale de concerner du salariat féminin, qui peut être particulièrement gêné dans sa vie quotidienne par ce travail haché, dispersé tout au long de la journée, que ça peut être vraiment une avancée considérable, mais là encore, c'est le dialogue dans les branches qui permet de mettre en œuvre dans de bonnes conditions, branche par branche, en fonction des organisations différentes, des dispositions de cette nature. Je souhaite, et je le fais devant vous, comme je l'ai fait devant les organisations patronales et syndicales, je souhaite vraiment que ces négociations aboutissent. C'est pour ça que je vous propose de laisser encore quelques mois
pour permettre à ces négociations aboutir dans de bonnes conditions, comme l'a fait par exemple la restauration rapide. Merci. Madame Le Callennec, la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces chiffres que vous êtes venus nous présenter. Effectivement, certains vont dans le bon sens. Ces homologations qui sont acceptées, des syndicats qui signent des accords dans les entreprises, même si ils ne les ont pas signés au niveau national. Une judiciarisation qui est en baisse. En revanche, je ne me réjouis pas autant que vous à l'annonce des chiffres que vous avez donnés sur l'activité partielle, tout simplement parce que bien souvent, l'activité partielle est le prémisse à des redressements ou des liquidations judiciaires. Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça? On a des exemples très concrets sur nos territoires où, bien sûr, l'activité partielle, on y est excessivement favorable, surtout quand on profite de ce temps pour former les salariés. Mais dans certains cas, mais quelle est la proportion, ça débouche quand même par des difficultés réelles de l'entreprise et des liquidations judiciaires. Sur les accords de maintien dans l'emploi, vous semblez dire que vous y croyez. Nous aussi, on aurait même aimé qu'ils soient non seulement défensifs, mais offensifs. Vous en citez deux. Quels sont pour vous les principaux freins, en fait, à ces accords de maintien dans l'emploi? Enfin, il y a des sujets majeurs. Ma collègue vient de parler des 24 heures. C'est vrai que c'est un sujet. Les négociations sont difficiles, vous l'avez dit. On l'avait dit pendant les débats. Reconnaissez que de temps en temps l'opposition peut être, je dirais, perspicace. Il y a deux autres sujets. Le premier, c'est celui sur la formation professionnelle et le compte personnel de formation. En effet, auquel on est en train d'essayer de donner corps. Sachez quand même que c'est pas simple. On passe beaucoup de temps sur l'article 1, ce qui veut dire que il n'est pas si aisé que cela à définir ce compte personnel de formation. Et je vous rappelle vos objectifs qui sont de faire simple, accessible pour tous les salariés et surtout de viser ceux qui aujourd'hui bénéficient le moins de formation. Et sur les droits rechargeables, j'ai cru comprendre que les négociations, là aussi, étaient excessivement difficiles. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'était présenté dans l'accord de sécurisation et la loi qu'on a votée comme un progrès. Merci. Monsieur le ministre. Sur les droits rechargeables, la négociation a commencé. Elle porte aussi sur ce sujet-là. Je ne vois pas comment les partenaires qui ont signé l'ANI sur ce point ne respecteraient pas leur accord. Et donc je suis persuadé que les droits rechargeables seront mis en place. J'ajouterais, c'est une considération que j'ose pas dire être trop personnelle, mais elle n'est pas toujours partagée par ceux qui font des petits comptes, que je ne comprends pas pourquoi systématiquement on considère que des droits rechargeables représenteraient un coût, alors que les droits rechargeables peuvent au contraire représenter au bout du compte une économie, puisque vous conservez vos droits en reprenant un travail, alors que vous auriez été jusqu'au bout de vos droits en refusant de reprendre un travail. C'est incitatif à la reprise du travail. Vous ne risquez pas de les perdre en reprenant un travail. Je ne dis pas qu'à chaque fois que vous reprenez votre travail, vous allez pouvoir y être à durée indéterminée, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de cas dans ces cas-là où au bout du contrat à durée déterminée, il y aura une embauche définitive. Donc c'est vraiment le bon moyen. J'entends toujours parler d'incitatif. Il faut que le dispositif d'indemnisation du chômage soit incitatif. Quand j'entends ça, j'ai plutôt tendance à entendre il faut que les droits soient moins élevés et plus courts pour que les gens soient incités. Je préfère ce type d'incitation positive. Vous conservez vos droits en reprenant un boulot. Vous allez jusqu'au bout du boulot et votre boulot devient un boulot qui est ferme, définitif, et vous avez fait faire une économie à l'assurance chômage. J'insiste sur cet aspect des choses parce que j'aimerais que chacun en prenne conscience lorsqu'il négocie. Sur le compte personnel de formation, on aura l'occasion d'en parler. Mais le compte personnel de formation, il n'est pas fait pour être simple dans son fonctionnement, il est fait pour être simple dans son utilisation. Simple pour les entreprises et surtout simple pour les personnes concernées, les salariés ou les chômeurs. Donc que ce soit compliqué derrière, très bien, ça c'est notre affaire. Et c'est l'affaire de l'administration ensuite, l'affaire des organismes qui auront financé le compte. Mais il faut que ce soit simple pour le salarié. Donc si vous n'aviez, j'ai aucun conseil à donner, qu'une seule question à vous poser quand vous regardez ce texte, c'est est-ce que ce sera simple à utiliser par rapport à la situation d'aujourd'hui? La réponse est évidemment
oui, chacun à son compte, au lieu d'être face à un maquis de dispositions différentes en fonction des changements de statut, suivant que vous êtes jeune, que vous êtes moins jeune, que vous êtes salarié, que vous êtes chômeur. C'est des dispositions différentes dans lesquelles vous vous perdez complètement. Donc ce sera simple et c'est la seule chose qui compte. Activité partielle, pardon. Avec votre autorisation. Activité partielle. S'il y a plus d'utilisation, c'est aussi parce que nous avons étendu le champ de l'activité partielle. Donc, l'utilisation, avant, les services ne pouvaient pas l'utiliser de la même manière, donc ils peuvent l'utiliser, et ça permet de sauver de l'emploi. Les petites entreprises l'utilisaient très peu, alors qu'elles peuvent en avoir besoin pour traverser une période conjoncturellement difficile, un marché qu'on n'a pas eu, enfin, des choses de cette nature. Et c'est la raison principale pour laquelle il y a une plus forte utilisation de l'activité partielle, parce que plus d'entreprises ont eu la possibilité de l'utiliser. Merci. Madame Bouziane, la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de vous prêter à cet exercice qui n'est pas évident pour vous, puisque vous pouvez aussi être face à des critiques sur les choses qui ne marchent pas, mais c'est trop court pour pouvoir en dire. Donc, on va essayer d'être constructif. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur... j'avais une question concernant la non-homologation, mais vous avez déjà répondu. Mais je voudrais revenir sur la sauvegarde de l'emploi. Et j'ai plutôt le sentiment qu'on parle plutôt de perte d'emploi. Et dans votre propos, vous avez parlé que cela ne représentait que 3 à 7% des demandeurs d'emploi, de hausse des demandeurs d'emploi. Je pense qu'on pourrait plutôt s'enorgueillir si on ne les avait pas et on aurait peut-être amélioré la courbe avec ce chiffre-là. Mais ça, c'était une parenthèse. Je l'avais dit lorsque l'on a travaillé sur la loi. J'ai toujours pensé que dans un contrat de travail, il y a une partie faible et c'est le salarié. Et le droit est là aussi pour accompagner et protéger la partie la plus faible. C'est le rôle du droit du travail. Les intervenants précédents nous ont donné quelques exemples de certains PSE et ils nous ont donné quand même des chiffres relativement importants de personnes qui n'acceptaient pas les accords et qui se retrouvaient licenciées du fait qu'ils n'acceptaient pas l'accord conclu au sein de l'entreprise. Que pensez-vous, Monsieur le Ministre, quand on parle de plusieurs dizaines, voire de centaines, voire au-delà de licenciements dans le cadre d'un PSE? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait mettre une limite pour éviter cette foultitude de licenciements individuels qui mettent en faiblesse le salarié seul à son employeur? Et pour finir, concernant la judiciarisation et dans le cadre des collectifs où on se sent plus fort parce qu'on est plus nombreux et qu'on peut se défendre, moi je me réjouis qu'il y ait de la judiciarisation aussi dans ce genre de conflit parce qu'on est dans un pays de droit. Et si les salariés ont des droits à défendre, s'il faut passer par la justice, il faut qu'on le protège. Merci. Monsieur le Ministre. Le taux de judiciarisation d'une société ne reflète pas forcément le taux de bonne organisation de cette société. Ce qui reflète le taux de bonne organisation, c'est surtout principalement la capacité à se mettre d'accord. Quand évidemment une société démocratique et organisée est une société où chacun a le droit à un juge, et même parfois à 2 juges. C'est fondamental. D'ailleurs, c'est ce que prévoit évidemment la loi. Elle n'aurait pas pu faire autrement qu'il en soit ainsi. Mais je ne suis pas de ceux qui considèrent que plus on judiciarise, et mieux c'est. Mais c'est vrai dans le droit du travail, comme dans le droit de la consommation, comme dans beaucoup d'autres droits de la vie quotidienne. Bien, il faut trouver des solutions qui soient des solutions respectueuses de chacun. Et je crois profondément à la force de l'organisation collective. C'est pour ça que je crois profondément à la force et à la responsabilité des organisations syndicales. Ce qui est donné comme pouvoir, c'est à des organisations syndicales de salariés, avec ce que cela veut dire en termes de responsabilité, de formation, de capacité à mener une discussion, y compris à peser dans cette discussion. Je crois beaucoup au droit qui a été donné de négocier et de conclure des accords. La faible judiciarisation, c'est le corollaire du nombre des accords
collectifs majoritaires signés dans les entreprises. Je ne veux pas revenir sur des exemples que chacun peut avoir en tête. Ce n'est pas parce que pendant 5 ans, on va de tribunal en tribunal que pour autant on a sauvé de l'emploi dans telle ou telle entreprise. Et vous voyez éventuellement à quelle entreprise je veux faire allusion. Et quand je dis cela, je le dis pour les deux côtés. Pour les deux côtés. Et en particulier du côté patronal, évidemment. Deuxième chose, attention à ne pas confondre, je le redis ici, parce que parfois c'est fait. 2 articles de la loi qui correspondent à 2 situations différentes. Le plan, le PSE, ça, il y en a eu beaucoup. J'ai dit pas plus que d'habitude. Et c'est là où il y a des accords collectifs majoritaires qui ont été signés principalement, qui aboutissent à des situations qui sont des situations plus maîtrisées, y compris dans l'intérêt des salariés qu'autrefois, avec les accords de maintien de l'emploi. Donc celui auquel vous faites allusion, c'est un accord de maintien de l'emploi. Et je le répète, nous sommes sur 2 accords de maintien de l'emploi. Je veux bien qu'on juge les accords de maintien de l'emploi à partir de 2 accords de maintien de l'emploi et un en particulier, qui se trouve être celui qui a été signé par le plus d'organisations syndicales, puisque c'était 100% des organisations syndicales. Donc attention à ne pas confondre les deux, pas confondre les deux. Celui sur lequel j'ai cru comprendre les interlocuteurs précédents insistaient beaucoup était un accord de maintien de l'emploi sur 2 accords de maintien de l'emploi et non pas l'ensemble des PSE concernés. Voilà, juste je veux que chacun ramène ça à la proportion elle-même. Ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas, ça ne veut pas dire que les situations personnelles n'existent pas, mais il faut savoir ramener ça à la rationalité des situations. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais passer la parole pour une question-conclusion, en quelque sorte, au président Chassaigne. Oui, Monsieur le Ministre, d'abord sur les maintiens de l'emploi, on pourrait relire vos propos durant la discussion sur la loi. Vous en aviez fait un point très fort, assez emblématique. Or, force est de constater qu'au final, pour le moment, nous avons la signature de 2 accords de maintien de l'emploi et ces 2 accords de maintien de l'emploi se concluent par des suppressions d'emplois. Alors vous dites qu'il y aura des remplacements qui seront faits, qu'il y a une recherche de salariés, mais en tout cas, le constat aujourd'hui, 2 accords de maintien de l'emploi qui, pour le moment, font que dans les entreprises concernées, il y a moins d'emplois. Enfin, vous répondrez peut-être sur ce point si j'ai mal compris. Mais moi, je voudrais revenir sur les PSE. Il y a donc, vous avez répondu sur le quantitatif. Je fais d'ailleurs valoir que le quantitatif en termes de maintien d'emploi, quand on regarde les statistiques qui ont été rendues publiques, quand on regarde les chiffres qui ont été rendus publics, on peut être dubitatif sur le résultat de la politique que vous avez engendrée, pour le moment du moins. On peut être très dubitatif. Les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Mais vous répondez toujours par le quantitatif. Je voudrais revenir moi, sur un autre point, et ce serait l'objet de ma question. Excusez-moi si je suis un peu trop long, là, Monsieur le Président, mais c'est sur ce que j'appellerais le qualitatif. Parce qu'en effet, dans l'accord collectif majoritaire, qui demande une validation par la directe, il y a effectivement, dans cet accord collectif majoritaire, des obligations. On ne déroge pas sur certains articles du Code du travail. Mais le texte de loi prévoit qu'à l'exception des 6 points sur lesquels on ne doit pas déroger, l'accord peut prévoir des dispositions moins favorables que le Code du travail, et ça concerne la plupart des règles applicables au licenciement collectif. Donc, première question, est-ce que vous avez recensé dans ces accords collectifs majoritaires des accords qui sont en recul sur le Code du travail, en application donc de la loi qui le permet? Je crois que c'est important parce que ça pose la question d'un droit du travail qui devient un droit du travail négocié. Et je crois qu'on a véritablement là une brèche dans les acquis sociaux concernant le droit du travail. Et ma deuxième question, je la pose en sachant d'ailleurs plus ou moins la réponse, mais je voudrais quand même avoir votre éclairage là-dessus, toujours sur le qualitatif. Vous parlez des refus de procédure. Bon, je présume que les 10% de refus de procédure, pour l'essentiel, doivent porter sur l'homologation du document PSE quand il n'y a pas eu d'accord et quand l'employeur dépose un document qu'il a lui-même élaboré.
Je présume que les 10% de refus portent là-dessus. Mais est-ce qu'il y en a qui portent sur le cas où il y aurait donc un accord collectif majoritaire? Mais est-ce que les directs, dans l'examen des accords qui sont conclus ou de documents PSE, est-ce que les directs se posent la question de l'examen des motifs? Parce qu'on peut effectivement, et c'est le cas, donner un feu vert parce qu'on s'appuie uniquement sur la procédure, sur les règles qui sont mises en œuvre, on s'appuie sur le contenu du PSE, mais est-ce qu'il y a des interrogations sur le fait qu'un licenciement peut être dépourvu de motifs réels et sérieux? Et je crois que le fond du problème, il est à ce niveau. Monsieur le ministre. Oui, sur ce point-là, on a eu tout le débat, donc vous connaissez ma réponse. C'est que ce sujet-là peut parfaitement être soulevé par chacun des salariés, mais suivant la procédure habituelle d'aujourd'hui, devant les prud'hommes qui sont les seuls qui sont à même de se pencher. Oui, individuellement, bien sûr, individuellement, et pour pouvoir défendre leurs propres intérêts, dont en aucun cas nous avons voulu les priver. D'ailleurs, ils n'en sont absolument pas privés pour le faire. Alors, ensuite, sur le qualitatif, moi j'ai toujours tendance à considérer qu'un des éléments du qualitatif, c'est est-ce qu'il y a des accords ou pas? Parce que j'ai toujours tendance à considérer que s'il y a une majorité d'organisations syndicales qui signent, c'est qu'il doit y avoir quelques raisons pour le faire. J'ai beaucoup de considération pour elles, et donc je respecte leur responsabilité, leur capacité à peser. D'ailleurs, nous sommes tous favorables à une bonne organisation des salariés, à leur adhésion nombreuse aux organisations syndicales, pour qu'elles puissent peser plus encore. Donc je ne peux que me féliciter de cela. C'est un élément qualitatif en termes de dialogue social, de capacité pour les organisations syndicales à peser. Après, vous m'avez posé quelques questions extrêmement précises. D'abord, oui, toujours, attention, ne pas confondre le PSE avec le maintien de l'emploi. Je suis prêt à partager avec vous, j'ai dit un élément emblématique. Vous disiez un danger grave. Alors, je pourrais vous retourner. Qu'il y ait eu que 2 accords de maintien de l'emploi prouve que ça n'était pas un danger grave. Vous allez me retourner encore le compliment en disant ça prouve que ça n'était pas l'emblème que vous souhaitiez. Bon, donc, soyons un ballon de chaque côté et la balle au centre. Hein, d'accord? Bien. Nous allons voir maintenant, avec le temps, parce que c'est le temps qui est nécessaire sur des sujets comme cela. Aucun patron ne s'est précipité sur ce sujet en se disant ça y est, grâce à ça, je vais pouvoir remettre en cause tous les droits des salariés et en route. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Des négociations sont en cours aujourd'hui. Elles se font normalement avec les rapports de force dans l'entreprise et avec des organisations syndicales responsables qui pèsent avant de signer. On l'a bien vu. Alors après, vous me posez des questions plus précises. Donc je vous rappelle les termes, c'est validation lorsqu'il s'agit d'accords majoritaires. Dans ces cas-là, il y a eu 2 refus qui l'ont été pour des raisons principalement de procédure, et qui ont conclu une fois de fond, donc une fois de procédure, une fois de fond, et qui ont conduit au retrait du projet lui-même. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a eu une nouvelle négociation. Non, le retrait complet, donc ça s'est arrêté à ce moment-là. Oui, 2 cas de validation qui n'a pas été donnée à un accord collectif, donc sur 70, sur 70 accords. L'autre, c'est l'homologation, c'est lorsque c'est l'acte unilatéral, et c'est là que je vous donnais le chiffre de 10%, qui n'est pas le reflet de la réalité de l'intervention des directs qui interviennent sur 100%, si je puis dire, de ces textes-là, et qui, au bout du compte, n'ayant pas obtenu satisfaction quant à la qualité en particulier du plan surtout sur le reclassement, tout ce qui accompagne le PSE, ont refusé à l'entreprise. À ce moment-là, il n'y a pas de PSE. Elle est obligée de recommencer. C'est ça aussi l'objectif du dispositif, que ce dialogue permette à l'État de faire prévaloir l'intérêt général avec toujours le souci de la défense des salariés. Vous n'avez pas répondu sur 2 points. 2 points. D'une part, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont moins favorables que le Code du travail? Est-ce que vous avez recensé dans ces différents accords collectifs majoritaires ce qui serait des reculs importants sur le Code du travail, puisque la loi le permet en dehors des points, des 6 points sur lesquels on ne peut pas déroger? Première question. Et deuxième question, mais c'est vrai que vous mettez... Là, j'ai l'impression de voir, c'est le ballon de rugby de l'ASM à Clermont-Ferrand. Vous ne voulez pas, vous le passez en dehors, et vous ne répondez pas sur l'examen par les directs des motifs réels et sérieux des licenciements.
Monsieur J'ai le du mal à on a vous eu ce comprendre débat là-dessus. pendant tout On le a eu débat la- à on a l'Assemblée eu la nationale. réplique. J'ai Vous peut-être avez un droit à la blocage contre-réplique, intellectuel et et ça ça serait sera- intéressant quand même. Le Voilà. ministre a le droit à la contre-réplique. Donc, et ce vous sera le terminé. savez, elles n'ont pas à examiner le motif lui-même. Vous le savez, ce motif pouvant être examiné par le juge qui est compétent dans ce domaine. C'est ainsi que nous en avons débattu pendant toute la discussion. Alors, oui, j'avoue que je ne comprends pas bien votre question sur est-ce qu'il y a des reculs importants. Non, on ne peut pas être contraire au droit du travail et au code du travail. Donc, par définition, tous ces accords sont conformes au code du travail tel qu'il a été voté, y compris modifié d'ailleurs par la loi en question. Donc, tous les accords sont conformes au code du travail. S'ils n'étaient pas conformes au code du travail, ils ne seraient pas ni validés ni homologués s'agissant des plans unilatéraux présentés par les entreprises. C'est par définition, tout ceci se fait dans le cadre de la loi et dans le respect de la loi, avec des accords majoritaires. Et quand il y a un accord majoritaire, Monsieur le député, Monsieur le Président, c'est que les organisations syndicales auxquelles nous sommes très attachés ont considéré que c'était dans l'intérêt des salariés. Merci, parce que je ne mon cesserai cher de défendre collègue. les organisations syndicales. Merci, Monsieur le ministre, merci, mes chers collègues. Prochaine séance ce soir à 21h30. Débat sur le rapport de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée. La séance est levée.